notre candidature, il m'a dit la seule chose qu'il faut que je te dise, c'est que je ne pourrais pas ne pas être à l'anniversaire de mariage de ma femme, avec ma femme, parce que... Donc, 1000 excuses de sa part, je crois que vous le comprenez tous, et qu'il y a des moments importants dans la vie et qu'on ne peut pas rater, et qu'il faut... Voilà. Alors, ces moments importants, je laisse aussi à Valence et à Laure le plaisir de présenter et d'animer cette table ronde. Merci à tous. Alors bonsoir à tous, je suis désolée, j'ai un petit problème de voix, donc c'est pas très agréable. Donc Marie-Aimée Perron et Basile Adair ont placé au cœur de leur campagne l'audace et la réussite. Ils ont considéré qu'il fallait que chaque avocat se développe. Et le développement de l'avocat, c'est à la fois celui du jeune installé, mais c'est aussi à la fois le développement du collaborateur par rapport à sa clientèle personnelle. Alors comment on développe? Comment on y arrive? Écoutez, on a réuni dans cette masterclass les avocats les plus renommés et on va leur demander qu'ils nous expliquent, qu'ils nous donnent leurs clés, qu'ils nous donnent leurs petites astuces, qu'on ressorte de cette masterclass en ayant des actions concrètes à mener et qu'ils nous disent comment réussir, comment se démarquer parmi les 28 000 avocats qu'il y a sur la place de Paris et comment faire prendre des risques et surtout être audacieux, parce qu'en étant audacieux, on réussit. Oui, alors sur nos intervenants, vous l'avez compris, on a choisi des gens qui incarnent évidemment la réussite, mais aussi cette notion d'audace, ce petit grain, pas de folie, mais ce petit grain de légèreté qui nous a semblé les caractériser et les rendre différents. Très rapidement, puisqu'on ne les présente plus les uns et les autres, Jean-Yves Le Borgne, vous êtes autre chose avocat pénaliste, vous avez été secrétaire de la conférence, vous avez prêté serment en 1973, vous êtes ancien vice-bâtonnier. 77, n'aggravez pas. Vous dites que vous avez plaidé à plus de 150 occasions aux assises, c'est dire votre expérience. Depuis une vingtaine d'années, vous consacrez plus particulièrement au droit pénal des affaires. Vous êtes intervenu dans les procès les plus marquants, le procès des emplois fictifs, de la ville de Paris, le procès Evers, avec le terme de concours. Et en homme éclectique que vous êtes, vous avez aussi défendu Joe Star. Élodie Mulot, elle incarne la réussite dans le droit de la famille. Depuis 25 ans, tu es une experte reconnue au sein du barreau de Paris en droit de la famille. Tu as fait tes armes comme jeune avocate, tu t'es beaucoup investi à l'UJA, puis à l'ordre ensuite, au CNB aujourd'hui, où tu animes les états généraux du droit de la famille. Tu es présidente de l'Institut du droit de la famille et du patrimoine. Tu es co-rédactrice de la Gazette du Palais, spéciale édition famille. Tu es présentée dans la presse comme des papesses du divorce. Il me semblait important de savoir comment tant de succès dans le domaine qui est le tien, c'est-à-dire le droit de la famille. Pierre-Louis Royer. Alors Pierre-Louis, tu incarnes cette nouvelle génération d'avocats dits entrepreneurs. Tu as cette particularité d'avoir prêté serment en 2009 et d'avoir fondé ton cabinet en 2009, et surtout la particularité que cela a été un succès. Donc nous sommes extrêmement curieux d'entendre tes récits. Clarisse Serre, elle incarne également la réussite du barreau pénal. Elle a fait ses armes auprès des plus grands, notamment Pierre Haïk et Jacqueline Lafont, parmi d'autres. Vous avez monté votre cabinet, vous êtes aujourd'hui avocate au barreau de Bobigny, vous êtes qualifiée, et c'est vraiment une particularité parce que c'est rare parmi les ténors du barreau, vous incarnez, vous êtes qualifiée sans arrêt d'étoile montante, une forme de succès qui est associée, surtout de promesses d'avenir, qui est associée aux portraits très élogieux qui sont faits de vous dans la presse. Et vous avez été également, vous êtes conseillère technique sur la série Engrenage de Canal+. Jean-Georges Véto, un grand spécialiste de l'arbitrage international. Lui aussi, ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'il a cette double casquette. C'est-à-dire qu'il a fait ses armes dans les grands cabinets d'affaires de la place de Paris, chez Gide, puis chez De Reims, puis chez Hogan Lovells. Et tu as fait le choix ensuite, comme d'autres d'ailleurs, de monter une boutique qui est aujourd'hui une, si ce n'est la plus réputée de la place de Paris en matière d'arbitrage international. Tu défends les plus gros clients. Tu t'es illustré particulièrement
te présente aussi comme un de ces entrepreneurs du droit. Et ce qui nous a paru véritablement symptomatique de ce nouvel élan aussi, c'est que tu as cofondé le think tank des cabinets de croissance, qui réunit en réalité un certain nombre de plutôt jeunes avocats, spin-off de gros cabinets d'affaires, et qui ont fait comme toi ce choix de l'entrepreneuriat. Donc nous sommes très très curieux également d'entendre ce que tu vas nous raconter. Sur la méthodologie, on a véritablement envie que cette soirée soit très très interactive. Nous avons ici des intervenants qui probablement ont des inclinaisons à la prise de parole, parfois longue, mais il faut être prévenu. Ce que nous attendons, ce sont des échanges avec la salle. N'hésitez pas à leur poser des questions, même des questions très très concrètes sur le développement de la clientèle ou n'importe laquelle des questions que vous vous posez. Peut-être inaugurer avec une question qu'on voulait vous poser à tous. Quand vous regardez en arrière vers vos premières années d'exercice et vos années de jeunes avocats, à votre avis, et j'imagine que pour chacun d'entre vous, la réponse est évidemment différente, quelles qualités individuelles que vous aviez, que vous avez peut-être encore, quelles rencontres, quels enseignements ont été déterminants dans les avocats et les avocates que vous êtes devenus aujourd'hui? Jean-Yves Leblanc. D'abord, pour vous dire que ces deux mots d'audace et de réussite me paraissent, qui soit dit entre nous, un peu artificiels. On est audacieux ou on a réussi selon le regard de l'autre. Je crois qu'il est essentiel de ne pas considérer soi-même qu'on a réussi. Il s'est passé des choses dont on est plus ou moins satisfait, mais quand on est dans le constat de la réussite, on est dans une sorte d'immobilité statuaire. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espérance, il y a juste à terminer au plus vite de manière à ce que ça ne soit pas pire avant qu'après. Alors, la vie est faite de hasard, de rencontres, c'est une sorte de jungle et de chance aussi. Moi, j'ai rencontré, évidemment, comme tout le monde, j'ai eu un patron qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis de comprendre un peu ce qu'était le monde et la vie. J'étais nanti d'une de ces bonnes éducations qui vous fâchent avec tout le monde quand vous êtes coincé. Ça m'a passé un peu, hein, je vous dis. Bon, mais c'est grâce à lui, parce que justement, il m'a montré qu'il ne fallait pas avoir ce regard-là. Mais il y a également des anecdotes qui auraient pu devenir tragiques. Un jour, la chose est tellement connue au palais que je peux la raconter, puis c'est largement prescrit. Mais un jour, je reçois un jeune homme qui me dit que son frère a disparu. Il me dit, faut-il voir les hôpitaux? Je dis, si vraiment c'était un accident, c'est peut-être pas moi que vous seriez venu voir. Et je commence par les prisons. Ce qui me parle, je le trouve à l'autre bout de la France. Je lui dis, monsieur, moi je veux bien aller voir le dossier, votre frère, etc., mais il me faut quelques honoraires. Et il me donne quelques billets. C'était une époque où le billet n'était pas encore marqué du sceau de l'infamie. Je suis un peu surpris parce que les billets sont très très neufs. C'est presque. Et je me dis, il ne faudrait quand même pas que ce soit des faux. Bon, je vais à, pourquoi ne pas le dire, c'était à Toulouse, je vois le dossier, et à un moment, un frémissement d'effroi m'envahit. Je lis la déposition du directeur de la banque, où l'homme qui avait eu un accident avait en réalité fait un hold-up qui l'avait conduit par accident en prison. Et le directeur de la banque dit, mais en ce qui concerne les billets qui nous ont été dérobés, je peux vous en donner les numéros, d'être livrés par la Banque de France. Et là, je note avec un tremblement dans la main les numéros, je rentre chez moi, je ne les avais pas sur moi. C'était évidemment, alors pas tout, hein, je vous rassure, le principe de modération fait que ce n'était qu'une petite partie. Mais c'était cela quand même. Tout ça, bon, je vous raconterai la suite si ça vous intéresse, mais je sais qu'il faut être court. Donc, mais ça aurait pu finir très mal. Ça aurait pu être considéré comme du recel criminel. Bon, par les temps qui courent aujourd'hui, je ne suis pas sûr que la bonhomie qui régnait alors, puisque vous m'avez fait secrétaire de la conférence à un moment où j'étais encore en culotte courte, les choses étaient différentes. Bon. Donc il faut beaucoup de chance. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'il faut de la foi. Il faut, au fond, oui,
voyez, ce que j'aime pas trop dans l'idée de la recette, dans l'idée de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour réussir. Au fond, ce qu'il faut, c'est vivre. Réussir, on voit ça à la fin, sur son lit de mort, on se demande si ou si pas, et puis après tout, peu importe. Ce qui compte, c'est de vivre avec une certaine intensité, de faire ce que l'on fait sans avoir le sentiment que c'est un poids sur les épaules, mais qu'il faut bien bouffer et que finalement, on fait ce qu'on peut. La réussite, c'est la joie. La réussite, c'est l'oubli du travail. Nous ne travaillons pas, mes chers confrères. Nous on s'amuse. Alors, on s'amuse dans le tragique. Dans le tragique des autres, c'est toujours. Mais on s'amuse dans une certaine forme de conflit avec ceux qui, nantis d'un certain sens de l'ordre, estiment qu'il faut punir. Nous sommes au fond dans un discours scandaleux. Vous parliez d'audace, mais défendre, ça n'est pas une audace, c'est une provocation, surtout par les temps qui courent, où l'idée que quelqu'un qui a commis une faute puisse finalement être défendu apparaît à beaucoup de nos compatriotes comme une sorte de scandale. Et voyez-vous, je pense que la recette et la fin sont deux choses qu'il faut bannir. Et ce que je vous suggère de retenir, et après je vous promets, je me tais tout de suite, ce que je vous suggère de retenir, c'est faites les choses que vous aimez. Aimez-les encore plus. Investissez-vous complètement dans ce que vous faites, vous aurez déjà réussi. Et ce qu'on appelle la réussite sociale viendra par surcroît. Je pense que nous quatre, là, on se dit sur qui ça va faire. En fait, le seul truc ce soir, c'est qu'il ne faut pas tomber après toi. C'est ça. Le reste, il y a absolument, si tu veux, est juste un espèce de boulevard, mais je ne sais trop quoi. Voilà, donc là, je vais faire preuve d'audace. Et je vais prendre la parole. Je peux m'en sortir en disant ce qu'il a dit très bien, je suis totalement d'accord. C'est vrai. En fait, je crois qu'il faut rebondir sur un terme, c'est le terme de chance. De chance et de joie de faire ce métier. Moi, ça fait quelques années que je suis avocat. J'ai prêté serment en 90. Je suis toujours aussi heureuse de me lever le matin et de me dire que je fais ce métier. C'est-à-dire que c'est une espèce de joie permanente. C'est-à-dire que je peux travailler, alors c'est une particularité qu'on partage tous, c'est-à-dire de absolument pas couper ma vie privée de ma vie professionnelle. C'est-à-dire que ma vie privée peut être dans mon cabinet, mes enfants peuvent venir, ils sont grands maintenant, toujours suffisamment petits pour venir, mais ils peuvent venir. Le week-end, je peux bosser, mes clients peuvent m'appeler, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me sens heurtée par l'intrusion de ma vie professionnelle chez moi. Comment est-ce que c'est arrivé En fait, j'ai eu beaucoup de chance et pas mal de détermination. Quand je suis arrivée, je suis rentrée à l'UGA, je suis rentrée dans un cabinet où c'était assez cool, je veux dire, je ne faisais pas loin de la famille. Et je suis rentrée à l'UGA et très rapidement, je me suis construit mes réseaux, mes copains, mes bandes de copains. On avait, ça a duré un certain nombre d'années. Je suis rentrée au Conseil de l'Ordre et j'ai eu la chance, à cette époque, de bénéficier d'une double opportunité, à la fois de m'associer avec Marie-Pierre Sartin-Tedjen, qui est décédée depuis, malheureusement, qui était la femme de Francis Tedjen, qui allait juste être bâtonnée. Donc on s'est associés, et du jour au lendemain, c'est vraiment un pari, du jour au lendemain, je n'ai fait que du droit de la famille. C'est-à-dire que j'ai arrêté tout le reste. Alors le reste, alors j'étais collaboratrice à l'époque, mais j'étais plus payée depuis 6 mois, donc j'avais un mari, toujours servir quand même. Voilà. Donc j'ai pu ne pas être payée, et donc j'avais quand même une partie de ma clientèle à hauteur peut-être de 40% qui n'était pas du droit de la famille. Je me suis associée et j'ai arrêté tout le reste. Et j'ai dit c'est ça que je vais faire. Il se trouve que ça a bien marché, et un an après je suis entrée au Conseil de l'Ordre, et j'ai eu de la chance puisqu'à cette époque-là il y avait la réforme, cette époque-là, jadis, réforme du divorce, la réforme de 2004, et donc je suis associée en 2000, et du coup j'ai été entendue partout puisque j'étais déléguée du bâtonnier sur ces questions de réforme. Donc j'ai commencé à être entendue par le Sénat, à faire les colloques, à faire les conférences, à prendre de l'assurance, à écrire des articles, et puis de fil en aiguille, quand on est spécialisé, qu'on commence à entendre son nom partout, parce que c'est aussi l'un des secrets au-delà de l'énergie, c'est qu'il faut que vous... il faut vraiment, et ça participe de ce bonheur de se faire de... Quand on aime faire ce métier, tout est facile.
entendre votre nom partout. Partout, c'est-à-dire qu'il faut les entendre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est absolument, me semble-t-il, inconcevable de se développer dans ce métier aujourd'hui sans être capable d'appréhender ce que sont les réseaux sociaux. Alors on aime ou on n'aime pas, parce que comme ça existe. Il faut, moi je trouve ça plutôt rigolo. Il faut écrire des articles. Il faut que votre nom circule. Et c'est vrai que, je vous dis, cette espèce de chance que l'on force, hein, la chance elle n'arrive pas, vous êtes planté chez vous, et hop, ça y est, la chance arrive, c'est super. Il faut vraiment la forcer en étant là où vous avez envie d'être, toujours l'envie. Et puis après, les choses se font assez naturellement. Mais c'est vrai que je garderais vraiment les deux mêmes mots, c'est, enfin trois d'ailleurs, c'est chance, forcer, énergie, et puis vraiment le bonheur de faire ce métier. C'est vraiment, enfin, c'est top. Moi, je pense qu'il faut que je vous parle de mes faiblesses. Je ne crois pas du tout que ma carrière tienne à la chance, mais plutôt à mes faiblesses et mes échecs dont j'ai su apprendre. Alors, je liste. Je suis dyslexique orthographique timide, vous pouvez le constater, je me sens très mal à l'instant. Je suis grenoblois sans aucun réseau. Je suis le fils de 2 fonctionnaires, pas d'avocat. J'ai échoué à être associé chez Gilles Lorette-Mouel. Je me suis fâché avec le premier associé que j'ai fait dans ma carrière. Voilà. Donc, un parcours lamentable. Et je crois que c'est, très honnêtement, la confiance que j'ai aujourd'hui et qui me donne une certaine force dans mon parcours vient de cette résilience. C'est-à-dire que d'avoir à surmonter un certain nombre d'obstacles et d'échecs, un certain nombre d'handicaps que vous avez certainement tous et toutes sans nécessairement vous l'avouer, et qui fait de vous quelqu'un avec une certaine épaisseur. Or, je crois, très honnêtement, que le trait caractéristique des 4 personnes qui sont là ce soir, c'est qu'ils ne sont pas seulement de bons juristes, mais que leurs clients les aiment à compétences égales, plus que le concurrent, plus que le confrère. Et cette personnalité-là, c'est notre construction. Donc voilà, il me semble que les raisons, si je m'interroge, c'est ça, c'est d'avoir su apprendre des échecs, nous en rencontrons tous, et de construire une personne. Donc, ça va, c'est une bonne réponse. Pour rebondir là-dessus, tu dis que c'est intéressant sur l'association, c'est-à-dire qu'à un moment tu te dis je n'arrive pas à être associé chez Gilles, et donc là comment tu transformes ça en quelque chose de concrètement, comment ça fonctionne aussi? On voit bien que notre carrière dépend de gens. C'est d'autant plus frustrant que notre carrière dépend de gens que nous n'estimons pas nécessairement meilleurs que nous. Parfois même, on se demande vraiment pourquoi ils sont à leur place et pourquoi nous sommes à la nôtre. Il faut l'accepter. Donc la méthode que j'ai appliquée, c'est de ne jamais devoir ma carrière à personne. Donc là, c'est différent de ceux qui... notamment, je pense, en droit pénal, c'est important d'avoir des maîtres. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir de maîtres. Je ne dis pas que j'ai fui les maîtres, mais je me suis toujours à peu près trompé. J'ai toujours pris les mauvaises locomotives. D'ailleurs, associé, j'ai toujours été dans les mauvais putschs. J'ai toujours réussi à être minoritaire au sein de mon cabinet, de sorte que, pour parvenir à un petit succès, j'ai fondé un cabinet dont je suis majoritaire. J'ai statutairement raison, et ça simplifie les choses. Non, mais si je voulais juste ajouter peut-être un point, il y a cette notion de personnalité, je crois qu'elle est très claire, et puis je pense aussi, les grands avocats, donc je ne passe pas dans cette catégorie, mais les grands avocats que nous avons devant nous sont des gens qui ont fédéré autour d'eux. Voilà. Donc, c'est clair, je ne pense pas qu'on puisse être avocat tout seul, grand avocat tout seul. Et
fédérer les hommes, là encore, les hommes et les femmes, là encore, c'est finalement se montrer un peu généreux. Je vais donner des exemples concrets. Je ne cherche pas nécessairement à garder les plus beaux dossiers pour moi dans mon association. Associés autour de moi. Je vais passer la balle. Voilà. Cette générosité, vous ne pouvez l'avoir que parce que vous vous sentez confiant. Et c'est pour ça que je reviens à la résilience. Je pense qu'il faut avoir une forme de confiance en soi, positive, pour être généreux suffisamment pour attirer autour de soi et fédérer. Je ne sais pas si... Voilà, c'est ce que je ressens. Vous dites Grenoble et que vous n'aviez pas de réseau quand vous êtes arrivé à Paris. Faut-il avoir un réseau pour réussir? Faut-il ou pas? Non. Non. Pour se le faire. Il faut se le faire. Alors je rebondis pour le réseau parce que je partage un point commun avec mon confrère de gauche. Je ne suis pas de Grenoble, moi je suis du Cantal. Donc développer le réseau du Cantal, c'est un peu limité parce que c'est un peu une zone en voie de disparition. Donc les Cantalous, comme on nous appelle, on est quand même très peu. J'ai une spécialité, c'est le pénal, je fais que du pénal, et en plus dans le pénal j'ai une autre spécialité, je fais que du pénal de droit commun, donc je fréquente que des voyous. Alors quand Elodie Mulot dit à juste titre que je partage les réseaux sociaux, mais en ce qui me concerne c'est quand même très compliqué, parce que je ne peux pas tweeter avec mes clients, je ne peux pas sur Facebook, parce que j'ai beaucoup d'amis sur Facebook de copains voyous qui me demandent. Je pourrais, mais je n'ai pas fait ce choix. Donc voilà, je pense, je suis vraiment très honorée d'être là ce soir, à plusieurs titres, parce que je ne suis plus à ce barreau, j'ai quitté Paris il y a 3 ans. Je suis au barreau de Bobigny. Je trouve que la Seine-Saint-Denis on parle souvent de la Seine-Saint-Denis du côté très négatif. Il y a des confrères très bons en Seine-Saint-Denis, comme il y a aussi à Paris. Tout à l'heure, une jeune avocate me disait, mais moi j'aimerais beaucoup faire de pénal. Vraiment, ce que je pense actuellement, et n'en déplaise, et je soutiens évidemment les confrères qui se présentent au bâtonnet, qui sont représentés par moitié aujourd'hui. Je les présente, et si j'avais été à Paris, j'aurais voté pour eux, au moins pour une raison. J'ai vu que des concurrents hier ont notamment invité évidemment le ténor au pénal pour nous, c'est-à-dire Éric Dupond-Moretti. J'adore Éric Dupond-Moretti. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais aux assises avec lui. J'ai eu, entre guillemets, le malheur de lui dire, écoute Éric, le pénal va appartenir aux femmes. Alors là, il est monté sur ses grands cheveux, il m'a dit, je lui ai dit si. Je lui ai dit si parce que je pense véritablement, c'est ça le choix audacieux, c'est d'être au pénal, et notamment pour les confrères en pénal des affaires, c'est de faire monter des binômes. Une défense pénale composée d'un homme et d'une femme, c'est extraordinaire. Je ne dis pas ça pour moi, mais pour toutes les consoeurs. Les consoeurs ont un avantage énorme par rapport aux confrères, et une modestie, et de manière générale, dû aux avocats. C'est comme ça, ça m'en déplaise à ces messieurs. Il y a une humilité. Toutes les avocates que j'ai rencontrées sont toutes des dames travailleuses, cherchent les petits détails, et ça fait une force de frappe incontestable avec un homme au pénal en tous les cas. Ensuite, je suis très contente d'être ici parce que vous demandiez est-ce qu'on se rappelait de nos débuts. J'ai envie de vous dire qu'on recommence chaque jour. En ce qui me concerne, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis avocate. Je pense avoir quelques références en pénal, mais c'est jamais acquis. On n'est jamais acquis, on est sur le qui-vive en permanence. Elodie et Jean-Yves, je riais tout à l'heure parce que vous parlez du plaisir qu'ils ont. C'est comme aussi au pénal, en tous les cas, une énorme souffrance. On a la souffrance humaine des gens que l'on porte en bout de bras. On a la souffrance des victimes collatérales, des parents qui amènent des enfants au parloir, des gens qui ont des choses atroces, peut-être à raison d'être incarcérés, mais pas toujours. Donc on porte une souffrance en nous qu'on doit concilier avec nous, notre vie personnelle. On ne doit au pénal, peut-être plus que dans d'autres matières, jamais montrer une quelconque défaillance. On doit être opérationnel 24 heures sur 24. Je m'impose en tous les cas. Il est évident que moi, mes enfants ne viennent pas à mon cabinet, pour des raisons évidentes de sécurité. Ça, ce que je fais le moins possible, c'est mieux, mais je leur interdis de venir, en tous les cas pas maintenant. On a eu quelques histoires assez audacieuses au cabinet, si j'ose dire, donc ils sont dispensés de venir. Mais voilà, c'est un métier, j'ai 4 mots à vous dire, et j'en terminerai là-dessus. On peut ne pas venir de réseau, je ne viens d'aucun réseau, et je suis d'autant plus honorée d'être invitée parce que je suis une femme. Ça fait des années que je dis que les femmes ont tout à fait leur place au pénal, ça c'est une certitude pour moi. Je n'ai pas fait la conférence du stage, je l'ai passée, j'ai été éliminée au 3e tour de la conférence.
Et à l'époque, ce qui se disait, et même maintenant ça se dit, que c'était un passage obligé de faire la conférence du stage pour faire du pénal. Je ne dis pas pour d'autres raisons, hein, d'éloquence, de réseau justement, comme expliquait Elodie. Elodie a parfaitement raison, ça existe, mais on peut faire autrement. Et je crois que tous les avocats qui sont là ce soir, aussi bien dans l'auditoire que nous-mêmes, on est tous aussi différents. Mais s'il y avait 4 points que je reconnais pour le pénal, la ténacité, la résistance, rebelle et ne pas s'ennuyer. Alors, c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais au pénal, ça c'est sûr, que je lis des faits divers en permanence, je les lis également au cabinet, c'est passionnant. La ténacité, je pense que quand j'étais jeune collaboratrice, mais c'est effectivement hier, c'est d'être toujours tenace. Rebelle, on est rentré dans un système actuel avec l'état d'urgence que vous connaissez tous, un état policier extrêmement important, des libertés qui sont en train de se réduire comme une peau de chagrin, et il faut résister. Mais vraiment, il faut résister à magistrat, et ce qui est à mon sens extrêmement difficile quand on est un jeune avocat, Jean-Yves vous dit ça avec la patine qui est la sienne et qu'on adore tous, c'est une facilité déconcertante. Je ne partage pas tout à fait ce point de vue. C'est difficile de venir à une audience d'une jeune femme, frêle, petite, qui n'a pas beaucoup de voix, et de s'imposer une audience. Et ça, il y a une discrimination pour les femmes au pénal qui est évidente. Toutes les femmes peuvent faire du pénal, mais il y a quand même au moins 2 inconvénients. Il y a une taille. C'est sûr, il y a des petits avocats. Mon ancien patron que j'adore, qui est Pierre, qui est de petite taille, il a parfaitement réussi. Donc on peut réussir. Mais il est vrai qu'un avocat comme Jean-Yves Le Borgne, hormis l'organe vocal qui est le sien, rien que sa présence le démontre. Éric Dupond-Moretti, autre exemple, je le dis toujours, en parlant de lui, il le sait, c'est pour moi Pavarotti. Et ils ont le physique quand ils rentrent dans une salle d'audience, et des magistrats qui m'ont dit, Éric Dupond-Moretti est déjà à peine mis un pied dans la salle d'audience, ils sont déjà en train de trembler. Donc il y a cet inconvénient pénal. Voilà. Il y a celui-ci, un autre inconvénient, mais qu'on peut évidemment juger, c'est la voix. Avant, quand vous plaidez, Elodie a raison, après on était tous tétanisés, mais de plaider après Jean-Yves Le Borgne, on se dit, ouais, elle avoue, hein, ils sont envahis de l'esprit de Jean-Yves, comment on va faire? Voilà. Donc au pénal, c'est ça qui est vrai, il faut résister, il y a d'autres manières de s'imposer, et notamment chez les pénalistes, évidemment j'en fréquente beaucoup et vous les connaissez également, il y a quand même ce point commun chez les femmes, c'est la ténacité et de connaître très très bien leur dossier. Je ne dis pas que les messieurs le connaissent moins bien, mais disons qu'elles sont, il y a une finesse que les femmes apportent dans les audiences professionnelles. Alors, et assises aussi. Donc oui, on peut, pour répondre à votre question, on peut tout à fait ne pas avoir de réseau. Je vous dis, moi, le mien aujourd'hui, c'est un peu déconcertant parce qu'il est fait quand même beaucoup de gens qui sont fichés au grand banditisme. Et si j'ai un réseau qui fonctionne actuellement, c'est bien le seul qui fonctionne, c'est le réseau de la prison. Mon nom circule, je ne suis désignée que par le réseau de la prison, donc il n'y a pas encore un réseau Twitter prison. Je l'espère que vous puissiez tout détendre. Si j'avais un jour, voilà, un peu informé, c'est un peu un pari pour moi, mais parce que c'est un éternel recommencement, mais vous le savez tous dans cette profession, il ne faut pas se dire, on est venu ce soir, encore une fois, je suis très contente, mais ça me paraît, ce que j'ai l'impression d'avoir commencé hier, et qu'il va falloir encore tenir au moins 30 ans devant nous, avec la même énergie, et je ne suis pas sûre que je l'aurai forcément jusqu'au bout, mais le vrai pari maintenant, ce serait de se dire, voilà, de se dire qu'un avocat pénaliste ou pas pénaliste se dit, tiens, dans une affaire avec des gens, peut-être que Jean-Yves va y penser ce soir, se dire, dans une affaire où je défends quelqu'un, un chef d'entreprise, je vais maintenant associer une avocate et une femme, soit Clarisse ou une autre, peu importe. Mais c'est ça le challenge, c'est de se dire dans les années qui viennent, dans les binômes, je pense que la défense devient tellement difficile que dans les grosses affaires, dans les procès fleuves qui arrivent dans les années qui viennent, notamment dans le terrorisme, puisqu'il y a déjà un procès qui est fixé pendant 3 mois et demi en 2017, il faut tenir physiquement, psychologiquement. Je pense que les associations de binômes marchent très bien, que ce soit pénal pur, pénal droit des affaires. On peut avoir des contentieux aussi en droit de la famille, on s'associe à deux pour mieux. Mais en tous les cas, oui, il faut beaucoup d'audace au pénal, ça c'est une certitude, et qu'il faut remettre tous les jours. Rien n'est jamais acquis. Jean-Yves Liénard m'a dit un jour, en parlant d'un confrère dont on avait beaucoup parlé un temps, il m'a dit, ce qui compte, ce n'est pas l'étincelle d'un jour, ce n'est pas la fulgurance, mais c'est la durée. Ça me rappelle, je suis intervenu, je me souviens, à la rentrée de l'EFB, c'était en 2010 ou 2011, et je me souviens, ce Nicolaï, qui était à l'époque directeur de l'EFB, m'avait convié à cette rentrée, et j'étais
palais des congrès, sur l'estrade, entouré de petits qui pèsent des millions. Et j'étais le petit jeune, il me dit, tu viens, c'est génial, t'as créé ton cabinet, les jeunes vont être dingues, ça ne se fait pas, ça ne se voit pas, c'est pas possible, il faut que tu viennes. Et je lui ai dit, écoute, t'es très sympa, déjà, je sais même pas si je suis pas mort demain, parce que je sais pas comment je vais faire, et ensuite, qu'est-ce que je vais bien raconter. La chose s'était plutôt bien passée, j'étais très intimidé, et j'avais quand même pu, je pense, apporter un certain nombre d'éléments, en tout cas, de passion qui m'avaient poussé, en tout cas, à continuer mon installation. Chose aussi dingue que ça puisse paraître, aujourd'hui, je suis encore parmi notre profession, mon cabinet a grossi, beaucoup trop, je me pose des questions tout le temps. Je vais rebondir sur 2-3 mots, peut-être avant de vous confier 2-3 trucs sur mon parcours. Je vais rebondir d'abord sur la présence de la femme. C'est vrai qu'on n'en parle énormément. Je suis entouré que de collaboratrices, c'est pour ça que je vous le dis. Et ça marche, ça cartonne. Ça marche, ça cartonne. Alors, il y a un collaborateur qui tente de résister, qui vient de me rejoindre, mais ça marche moins. Carrément. Non, très peu plaisanterie, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Clarisse. La composante mi-homme, mi-femme dans une approche des affaires est une composante essentielle. Parce que nous n'avons pas, les deux sexes n'ont pas la même manière d'appréhender, que ce soit en pénal, en droit des affaires, quel que soit le type de dossier. On n'a pas les mêmes affects, on n'a pas la même manière de voir les choses, on n'a pas la même stratégie, on n'a pas la même manière d'appréhender un client. Et donc c'est une force inimaginable que d'avoir justement des femmes et des hommes qui peuvent se mélanger et qui peuvent apporter et contribuer à un développement du cabinet et une appréhension de la clientèle. Donc, bien sûr, oui pour la femme dans le cabinet d'avocat, à 200%. Je pense que... Alors, on fait beaucoup de bruit à juste titre pour ça. Il y a des challenges qui nous attendent, qui sont énormes dans notre profession sur la place de la femme. Parce que c'est facile de dire qu'on aime la femme lorsqu'elle est jeune, lorsqu'elle donne 100% de son temps au cabinet. Tout de suite, quand elle commence à avoir des enfants, la messe devient différente. Donc, je pense que ce qui nous attend, nous, en tout cas, la jeune génération, c'est d'arriver à inventer une place où on pourra respecter la vie privée et la vie personnelle de la femme, qui soit épanouie en tant que mère, aux côtés d'un cabinet d'avocats, qui va faire du pénalisme n'importe, et qui va s'enrichir également de cette femme qui est devenue mère et qui donc va développer encore d'autres facultés qu'elle n'avait pas auparavant. Donc ça, je pense que c'est l'objectif de ces prochaines années, et même moi, d'ailleurs, je suis entouré de trentenaires qui ne vont pas tarder à trahir la version old school, et il va falloir, et c'est ma préoccupation du moment en ce moment, c'est de me dire, justement, comment je vais faire pour augmenter mon cabinet, consolider ses forces financières pour justement me permettre d'avoir le luxe d'avoir des collaboratrices qui vont débrayer parce qu'elles vont devoir s'occuper de leurs enfants et de leur vie personnelle. Je pense que réussite, enfin le thème de la réussite, c'est à chaque fois qu'on me dit ah là là c'est génial, le CapCota, etc. À chaque fois je dis non, arrêtez vos conneries, je n'ai rien, tout est sur du sable, tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Je pense que je serai un homme heureux et j'espère voir réussi un peu avant le chevet de Jean-Yves Le Bord, mais je pense que ce sera surtout ce jour où j'aurai réussi cette synthèse, c'est-à-dire d'avoir dans mon cabinet des gens qui sont heureux de venir bosser et qui sont également heureux dans leur vie privée. Et c'est pas des magots, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je pense. Je sais même pas si je vais réussir ce pari d'ailleurs. Mais en tout cas, ça c'est un de mes leitmotifs, en tout cas de construction de cabinet. Bon, ça c'est pour terminer sur le dossier, le grand dossier, la femme, au sein des cabinets. Mais après, ce que dit Clarisse a complètement raison. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, la voix, elle est différente. Mais la femme dispose d'atouts au centuple par rapport à l'homme, par rapport aux hommes plutôt, pour conquérir son auditoire, pour séduire, mais pas au sens, pardonnez-moi l'expression, au sens du terme. C'est-à-dire que la séduction qu'on peut avoir requiert un panel d'atouts
et de charme, parce que l'homme n'a pas forcément, voire même rarement. C'est en train de Est-ce qu'on a- des grosses manipulatrices. Non, absolument pas. Est-ce qu'on a le droit de ne pas être tout d'accord? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne crois pas du tout que la femme soit un luxe dans un cabinet d'avocat. Ah, j'ai pas dit que c'était un luxe. Très honnête, si tu as dit. Et très honnêtement, je ne comprends pas ce qui a été dit. Je pense que quand un couple a un enfant, le père a au moins aussi envie que la mère de rentrer plus tôt le soir pour travailler. Donc il y a deux questions à poser. Non, mais c'est ce que je pense vraiment. Il y a deux questions à poser. La première question qui est, est-ce qu'on doit nécessairement, quand on est collaborateur, tuer sa vie personnelle pour être un bon avocat, un bon collaborateur? La réponse, à mon avis, c'est non. Voilà. La deuxième question, et qui a peut-être un intérêt en campagne, c'est la question du coût pour un cabinet du congé maternité. Moi, je me suis aperçu de ça. Pardon, c'est pas lié à l'audace et la réussite, mais c'est parce que je suis tellement pas d'accord que voilà, je me suis rendu compte. Non, mais je me suis rendu compte. J'ai fait une offre de contrat à une collaboratrice qui était d'un certain niveau, donc elle était très bien payée. En arbitrage, nous sommes très bien payés. Et elle m'a indiqué, par loyauté, je tiens à vous expliquer que je suis enceinte. J'imagine que vous allez retirer votre offre. J'ai répondu absolument pas. Bon. Et puis j'ai quand même regardé la thématique. De fait, les cabinets colombiens de petits artisans sont quand même confrontés à une charge assez importante entre le tarif de sécurité sociale, voilà, et puis donc le comblement de la... Voilà. Et ça doit s'adresser peut-être d'une manière ou d'une autre au cours de la campagne, parce que c'est une inégalité. Mais en revanche, je ne crois pas du tout que conserver dans un cabinet des femmes avocates mères soit un luxe, et je ne crois pas du tout qu'il y ait une différence entre hommes et femmes par rapport au désir de rentrer tôt, s'occuper de son coupable, en tout cas à mon âge. Chez Gilles Noël, à une époque où je comptais mes heures, les 3-4 premiers mois après avoir eu le bonheur d'avoir des enfants, j'en ai eu 3, mes heures facturables ont plongé, et je veux dire, on est tous pareils, hommes-femmes. Voilà, pardon, hein, c'est le pas. Alors, je vous convie le 15 novembre au débat que nous allons avoir sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, Pierre-Louis, Jean-Georges, on va continuer à débattre. Pour revenir sur le sujet qui est plus le nôtre aujourd'hui, moi je me demandais si les uns et les autres, vous avez des décisions que vous avez prises ou des choses que vous avez faites que vous ne referiez pas aujourd'hui ou que vous feriez différemment, à l'aune de l'expérience qui est la vôtre aujourd'hui. En fait, non. Non. Et pour, c'est une façon aussi de rebondir à ce que disaient Jean-Georges et Clarisse. Non, parce que ce qui nous enrichit énormément dans ce métier, vous parlez de la joie de travailler. La joie de travailler, elle ne signifie pas qu'on est toujours heureux de ce qu'on fait. Il faut savoir que c'est quand même un métier où on est humilié très souvent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous jugent, qu'on ne considère pas nécessairement et assez souvent pas meilleurs que nous, moins spécialisés, parce que en droit de la famille notamment, les magistrats ils sont là à un moment, et ils sont moins spécialisés que les cabinets spécialisés. Et on est humilié par... Mais on arrive à prendre le dessus. Et pourquoi on arrive à prendre le dessus? Parce que c'est un métier où on prend des mauvaises décisions. On prend des mauvaises décisions, il y a des conséquences, et on arrive à les surmonter. Et donc non, moi je regrette rien de ce que j'ai fait, voilà, parce que je considère que même ce que j'ai pas bien fait, ça m'a appris autre chose, et ça m'a permis de rebondir. Le pire, c'est de pas décider. En fait, quand on devient entrepreneur, ce qui est important, c'est de décider. Et ben, peut-être ce ne sera pas la bonne décision, mais c'est ce qui nous permettra d'avancer et d'aller après. Je pense que vraiment, c'est donc je regrette. Alors, moi, je dirais que ce que je n'ai pas bien fait dans mon parcours, c'est de choisir mon cabinet d'avocat comme on choisit son Master 2. L'idée qu'il faut nécessairement porter sur son CV le plus beau cabinet ou le plus prestigieux. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, avec le bénéfice de ce que j'ai, je prendrai le cabinet où je peux le mieux me développer. Voilà. C'est pas donc forcément les tout premiers dans les classements. Et c'est le parcours qu'ont un certain nombre de collaborateurs qui nous rejoignent. Très honnêtement, rentrer chez Beto Serralini, c'est vraiment les petits artisans du droit
dans le monde de l'arbitrage, où les cabinets anglo-saxons sont leaders du marché, c'est un peu un choix risqué, un choix audacieux, j'espère une réussite. Je crois que si les gens viennent chez nous, c'est parce qu'ils se disent que c'est une plateforme où on peut se développer, on peut avoir une clientèle personnelle, on peut avoir une chance d'association. Voilà. Donc je dirais ça c'est un enseignement, ne pas nécessairement vouloir faire sur son CV dans la partie expérience professionnelle comme on a voulu le faire dans la partie enseignement. Et alors aujourd'hui, finalement on parle beaucoup des nouveaux marchés, la profession en mutation, l'avènement évidemment des nouvelles technologies, la démographie de la profession aussi, avec un nombre d'avocats qui devient plus important que les uns et les autres, vous avez commenté. Est-ce que vous avez le sentiment que les fondamentaux sont demeurés les mêmes, c'est-à-dire qu'un jeune avocat aujourd'hui, au fond, va avoir les mêmes ressorts, devrait avoir les mêmes ressorts qu'il y a quelques années, ou est-ce que finalement il y a aujourd'hui des qualités nécessaires qui sont différentes? Est-ce que vous avez le sentiment que de ce point de vue-là, les choses vont évoluer? Je ne vois pas pourquoi il faudrait des qualités différentes. Il y a des goûts, des inclinations différentes qui portent à des activités qui, lorsque j'ai prêté serment, étaient totalement en dehors même du cercle de l'imagination. Mais il faut faire quelque chose qu'on aime. Je crois que c'est fondamental. Et au fond, certains rêvent de faire des affaires ou de faire du pénal. Il faut y arriver. Alors, ce n'est pas nécessairement rose le rêve. Hein. Bon, là, j'entendais Clarisse tout à l'heure parler du droit pénal général que j'ai fait pendant 20 ans. Ces clients que tu présentes, Clarisse, comme délicieux, le sont dans une certaine mesure. Mais c'est pas simple non plus de défendre des voyous. Et alors, je voudrais mettre un petit bémol aussi à ce que j'entends ici ou là sur la vie personnelle. C'est bien la vie personnelle. Bien sûr qu'il ne faut pas gâcher sa vie personnelle. Mais il faut savoir qu'une vie d'avocat, c'est pas une vie de fonctionnaire. Moi, je ne suis jamais rentré plus tôt chez moi quand j'ai eu des enfants. Alors, j'ai essayé de compenser comme je pouvais le samedi après-midi, parce que le matin, j'étais en prison. Et donc, il n'était pas question du samedi après-midi. Il y a une sorte d'intensité de présence qui compense la quantité qui est un peu réduite. Mais si on veut être tous les jours à 18h à la maison pour coucher le petit et le conduire à l'école le lendemain matin, je crains que ça me pose un petit problème. Ça, c'est clair, c'est comme ça. Bon. Donc, il ne faut pas se voiler la face. C'est une sorte d'aspiration que je ne méprise pas du tout, que je considère même avec beaucoup de sympathie. Mais de là à dire qu'elle est complètement compatible avec les exigences du métier, ne rêvons pas. Parce qu'il y a un phénomène qu'il faut se mettre dans la tête. C'est que les clients, ils nous veulent le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, si c'est possible. Je pense que tu caches ton numéro de téléphone, Clarisse, parce que sinon, ou que tu en as un spécial, sinon on est complètement envahi. Ce qui est un peu normal, parce qu'on n'est pas dans un métier de prestation ponctuelle. On gère une difficulté juridique, mais on gère aussi une angoisse. On gère aussi une déchéance, on gère une tragédie personnelle, et à partir de là, il faut aussi faire face à cette dimension qui n'est pas dans le prétoire, qui n'est pas dans le code, qu'il soit pénal ou civil, peu importe, qui est ailleurs. Et c'est extraordinairement envahissant. Et je pense qu'il faut admettre cette invasion. Si vous vous posez la question de savoir comment on peut s'en sortir, si on a une mentalité de fonctionnaire, j'entendais dire qu'il faudrait peut-être un jour les décider à faire 35 heures, parce que ça va être compliqué. Bon, mais chez nous, ça n'existe pas. Alors, les aspirations familiales, c'est beau, c'est bien. Il ne faut peut-être pas, le dimanche, se préoccuper d'autre chose que de ses enfants. Mais de là à se dire, je vais rentrer tous les jours à 18h, non, ça, non, c'est pas possible. Les clients vous veulent. Et le problème aussi est une gestion entre cette consécration totale de soi à ces gens qui veulent vous dévorer, qui veulent votre vie. Non. Et ça c'est un vrai problème, mais il ne faut pas résister au-delà du raisonnable à cette demande, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas seulement qu'on soit là pour plaider le jour J, il faut aussi de temps en temps passer un coup de téléphone.
Il faut aussi, quand on fait du droit pénal moins général, inviter celui-ci à déjeuner parce qu'on sait bien qu'il est dans l'angoisse et qu'il ne vit plus. Et puis il faut aussi aller en prison quand ça ne sert à rien, quand on n'a rien de particulier à dire, quand on n'a pas un élément nouveau au dossier, mais parce que derrière les barreaux, le type est en train de devenir fou et qu'on est une sorte de bol d'oxygène. Ça, il faut l'avoir intégré, hein, c'est-à-dire que on ne peut, je crois, pas vraiment concilier le confort d'une vie tranquille avec l'effort d'une vie d'avocat. Voilà. C'est la raison un peu pour laquelle, au début de votre propos, je vous disais que pour mieux trouver son plaisir dans le métier, parce que si vous le voyez ailleurs, vous risquez d'être tout seul. Et Clarisse, vous disiez tout à l'heure, c'était intéressant, cette singularité de dire finalement, moi je n'ai pas passé la conférence, enfin je l'ai passée, mais je n'ai pas été voulu, j'avais pas de réseau, et alors du coup, quoi C'est la question que je me pose, hein, je rentre aujourd'hui. Je pense vraiment que ce sont les clients qui... ça ne marche le pénal que par le bouche à oreille. Et le bouche à oreille, vraiment, je t'en perds un peu mon propos. Tout à l'heure, je disais que toutes les femmes, bien sûr que les messieurs, la question se pose peut-être moins, mais on me pose beaucoup la question de femmes, de jeunes femmes, plus ou moins jeunes, me disent, mais est-ce qu'au pénal, toutes les femmes peuvent faire? Il n'y a pas de critères, à part peut-être ce que j'ai tout à l'heure, la voix, la prestance physique. En revanche, il y a un inconvénient majeur. J'ai rencontré des jeunes femmes très bonnes juristes et qui ne peuvent pas faire du pénal. Parce que le pénal, pour avoir recruté, actuellement, ce sont des collaborateurs qui m'entourent, mais pour l'avoir vu, moi, pour l'avoir vécu pendant des années, pour voir ceux qui travaillent autour de moi, le pénal, mon propos ne se limite qu'à ce que je connais le mieux en tous les cas, mais c'est surtout une question de physique. Il y a une question d'endurance. On fait énormément de kilomètres parce qu'on fait toutes les prisons de la région parisienne, on fait des prisons de la France entière. On passe beaucoup de temps à ne rien faire, on perd un temps fou en tous les cas en pénal, c'est vraiment catastrophique. Mais il y a aussi cet aspect physique des choses qui est très important. Alors, tout à l'heure aussi, vous posiez la question de savoir pour la technique, est-ce que ça avait évolué par rapport à ce quand on a commencé à exercer. Au pénal, c'est toujours le même problème. Ils ont, amélioré leur technicité de voyous, ça c'est sûr et certain. Il n'y a plus, par exemple, quelque chose qui est très frappant, il y a beaucoup, vous voyez par vous-même, il n'y a plus d'attaques de banque. Ça n'existe plus parce que la sécurité s'est renforcée. Les fourgons blindés, les tirelires, ce qu'on appelle, se sont aussi limités parce que ce sont des équipes qui marchent beaucoup à la drogue, notamment pour faire ça. C'est un phénomène de grand banditisme. Soudainement, ça s'explique. On ne peut pas monter sur une attaque de fourgon blindé quand on n'y connaît rien. C'est absolument impossible. Donc, ça génère un autre contentieux. En revanche, ce que je vois maintenant, et moi, si j'ai un message à vous transmettre qui est vraiment devenu extrêmement important au pénal, c'est le secret professionnel et c'est la règle de déontologie. C'est actuellement notre seule arme qui existe. Après, tout le reste, la technicité, la modernité, les réseaux, etc. Oui, bien sûr qu'on le vit avec. Mais ça s'est vraiment renforcé ces dernières années. Et beaucoup de confrères, comme vous le savez, qui ont des gros soucis au pénal. Il y a une tendance, c'est pas uniquement de nous happer professionnellement, de nous happer 24 heures sur 24. Ils nous mettent en danger. Les clients, moi, ma spécialité, nous mettent en danger. Je le donne à chaque fois comme exemple, les téléphones portables sont interdits en maison d'arrêt, ils le savent tous, toutes les maisons d'arrêt, ils ont tous des téléphones portables, et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les avocats. Et quand on vous appelle, vous ne savez pas forcément que c'est... On en reçoit tellement, moi, mon téléphone, c'est le même depuis des années, tout le monde là, même les policiers d'Ange, j'ai été sous écoute, j'ai des conversations qui ont été retransmises, qui n'ont ni queue ni tête, on n'a rien à me reprocher, mais on est ciblés, les avocats. En tous les cas, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, on m'avait aussi invité, on est les avocats pénalistes, on est une petite, finalement, minorité chez les avocats, mais on est la partie émergente de ce qui va nous arriver à tous. Et quand je le dis, c'est pas uniquement vous faire peur, mais la réalité, d'autres confrères me l'ont expliqué notamment, mais voilà, quand on a un client qui est au Japon, et qu'on doit correspondre avec un client qui est au Brésil, et qu'on contacte par échange mail, et que tout peut être capté, que nos interceptions téléphoniques, c'est des avocats qui ont été tenus par le secret, et on ne peut pas forcément se voir. Parce que nous, au pénal, l'avantage, moi je suis à Bobigny, ils passent en mobilette, hein, donc vous voyez, je leur dis, je ne peux pas vous parler, ils ont compris, ils passent immédiatement. Mais ce qui arrive actuellement aux avocats pénalistes, on l'a vu pour des très grands ténors, on est exposé, et après nous, ça sera les autres confrères. Donc actuellement, ce qui est vraiment important, c'est de tenir sur notre secret professionnel, de se battre pour ce secret professionnel. Quand je dis qu'il faut rentrer en résistance, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Alors, le dernier point, parce que sur l'histoire de la vie privée, Élodie, et bon, alors, et puis toi aussi tu partages ça, je ne sais pas encore, je ne parle pas pour toi, et toi aussi, mais on a plusieurs enfants. Vous disiez, est-ce qu'on a des regrets? Moi, je ne me pose pas cette question, parce que s'il y a des regrets, on ne vit plus. On peut avoir des remords peut-être, mais des regrets, il ne faut pas en avoir quand on est
faut se projeter que de l'avant, il ne faut pas regarder ce qu'on a fait derrière. Derrière, ça compte zéro. Parce que moi, j'ai connu une très grande avocate qui s'appelle Monique Spatchelstein, et quand j'en parle à des jeunes avocats, plus personne ne la connaît. On a connu Charles Robaglia, qui était une référence au pénal, pour les plus âgés, pas non plus des vieux croulants, mais quand on parle aux confrères de 25 ans, ils ne le connaissent pas. Et donc, c'est là où on se dit qu'à part un ou deux confrères, dont Jean-Yves fera partie, qui resteront et qui seront marqués sur le palais de justice, il y a beaucoup de pénalistes qui auront marqué leur temps, et ils n'existeront plus parce que c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se projeter, il faut se projeter pas à l'arrière, mais que l'avenir. Et donc, nos enfants, pourquoi je vous dis ça, ce sont nos enfants qui vont nous critiquer. Nous, on vit en permanence, et je sais qu'Élodie partage aussi, dans la culpabilité. On est en train de plaider aux assises, on plaide une affaire difficile aux affaires familiales, on est sur un contentieux d'arbitrage, et on se dit, moi aussi j'ai 3 enfants, et on se dit, quand ils vont être en âge de nous dire et de rendre des comptes, est-ce qu'on aura été là? Voilà, c'est comme ça, on fait tous le mieux possible, on dépend de l'énergie, mais vraiment, moi, vraiment, ce qui me préoccupe actuellement, c'est pas tellement la modernité des systèmes, c'est cette histoire de secret professionnel, c'est cette histoire de communication, le fait de confier un secret à un avocat, on n'est pas... alors, le pénal, ça parle à tout le monde, parce qu'on voit tout de suite le fait divers de celui qui veut tuer sa femme. Mais à moindre mesure, aux affaires légales, de se dire qu'on peut être placé sous écoute, de se dire qu'on peut retranscrire. Là, dans un dossier, on a retranscrit une écoute que j'ai avec un client qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun intérêt, mais absolument aucun intérêt. Quel intérêt de le faire? C'est pour associer les avocats à leurs clients et de ne voir que le mal. Or, quand on est un professionnel du droit, moi je le dis, et ça se sait, je défends des gens qui sont des voyous. Alors, certains ne le sont pas, beaucoup ont été des voyous, l'ont été, le seront à vie, c'est un choix qu'ils ont fait. Mais c'est pas parce qu'on défend ces gens-là, c'est pas parce qu'on défend des criminels en col blanc, c'est pas parce qu'on défend un type qui divorce, c'est pas parce qu'on défend ces gens-là qu'on est amis avec eux. Et c'est vraiment une mise en garde, c'est ça la difficulté pour une femme actuellement. Il y a vraiment, je vois, les jeunes avocates, on les voit collaboratrices, elles sont souvent, encore une fois, très efficaces, elles sont là entre 25 et 30-35 ans, elles ont des enfants, parce que la maternité au pénal est un problème. C'est évident, vous êtes aux assises, vous êtes sur le point de plaider aux assises, vous êtes enceinte de 8 mois, les clients ils s'en vont, c'est normal, c'est humain, leur vie est en jeu. Et même si ça, vous êtes une très bonne avocate, elle se dit si jamais ils ont en pleine audience, qu'est-ce qui va se passer? C'est une réalité à laquelle on est confronté, on fait avec. Mais si pour celles qui n'ont pas encore d'enfants, vous posez la question, non, non, au contraire, faites des enfants parce qu'on se souvient de ce que nos enfants ont fait, on se souvient de leur premier dessin, mais on se souvient même plus des affaires que l'on plaide. Donc il ne faut jamais se dire, une femme se dit toujours, souvent me dit, mais là j'ai 32 ans, c'est pas le bon moment. C'est pas vrai, ça sera jamais le bon moment, jamais. Quand on est jeune avocat, ce que tu disais tout à l'heure, on a le patron, on veut lui faire plaisir, on s'investit, on a le temps, tu le disais aussi tout à l'heure, on est jeune, on s'investit. Bon, et puis à 30 ans, on se dit voilà. Et puis après, il y a un problème. Est-ce qu'on va être capable d'avoir des enfants? Parce qu'il y a des problèmes maintenant qui rentrent. Et puis 38 ans arrivent, 39 ans arrivent. Et là, ça sonne, le couple arrive. Les gens, ils ne se posent pas la question. Le nombre de confrères qui ont 3 vies. 3 vies, 50 femmes, 35 enfants. On le sait, on les connaît tous, ces histoires, j'en connais tellement d'histoires. Et c'est tant mieux. Mais nous, on ne peut pas, même si on voulait avoir 50 amants, on ne peut pas, parce que déjà, quand on porte le procès, ça se voit, pas le cas. Donc, moi, je reste optimiste, j'ai 3 enfants, ils vont bien pour l'instant. Un jour, ils vont certainement me coller un procès, c'est une évidence. Ça, c'est sûr et certain, je serai bien défendue. Tu vois, mais en tous les cas, ne vous dites pas, mesdames, surtout ne vous dites pas. D'autres consoeurs ont fait un seul enfant parce que pour des raisons physiques, elles ont été alitées et elles ont perdu toute leur clientèle. Elles ont réussi à remonter, mais elles ont dit on n'en fera pas deux. Mais ne vous dites pas moi-même le premier, est-ce que c'est le bon moment, pas le bon moment? C'est le moment, c'est comme ça. Et puis là on tourne, moi j'ai des confrères de ma génération, certains les connaissent dans cette salle, de ma génération, on a démarré ensemble, ils ne sont pas invités ce soir. Voilà. C'est ça l'audace. C'est ça l'audace. Il faut pas forcément écouter, on est là pour vous dire, vous avez des conseils. Moi, quand j'ai commencé avocate, j'ai commencé collaboratrice, notamment chez Perel, que j'adore, et Jacqueline. Et quand j'ai dit que je partais, 2 avocats, notamment une femme très connue, dont je tairai le nom, évidemment, vous allez comprendre vite pourquoi, et un autre confrère dont je tairai également le nom, je leur ai dit, je m'installe et je veux être pénaliste. Ils m'ont regardé, l'avocate m'a dit, mais tu ne penses pas? Et je dis, pourquoi tu me dis ça, toi-même tu l'es? Ah non, mais moi c'est différent. Ben, là, ça sera pas grave. Moi, ça sera différent. Voilà, c'est pas ceux qui donnent, vous savez bien, c'est pas ceux qui donnent des conseils qui sont pas forcément les meilleurs payeurs. Mais il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses, et parfois il faut aussi, en tous les cas au pénal, ce qui se rend compte, on est quand même tous occupés par un grain de folie, et si on n'a pas cette folie, on ne peut pas plaider n'importe quoi pour un magistrat, parce qu'il y a des magistrats qui ont fini par leur convaincre qu'aujourd'hui il fait 40 degrés alors que ce n'est pas le cas.
Bon, donc si on n'a pas ce temps de folie, on a souvent au pénal pas de limite à la plaidoirie, mais il faut en avoir dans l'exercice professionnel. Et ça, il faut le rappeler en permanence, parce que chez les jeunes avocats, on les voit arriver et on voit des choses, des pratiques. Pourquoi ? Pour des raisons commerciales. Il y a évidemment trop d'avocats, 28 000 à Paris avocats. Vous rendez, les prisons sont saturées. Là. Pourquoi ? Donc, il y a un truc là-bas. Mais il y a combien de clients en détention qui peuvent payer un avocat ? Très peu. Ils sont à l'aide juridictionnelle. Donc, si vous voulez, après, ça se bat entre avocats, c'est une concurrence d'enfer. Et parfois, malheureusement, certains se disent, pour appeler le client, eh bien, je vais faire ça. Ça marche à temps. Et on les voit passer. Mais après, l'exercice professionnel se paye. Les juges, au pénal, je vous assure, aujourd'hui, sont les starting blocks qui nous attendent au tournant. Que dire des policiers, que dire des gendarmes? Ils n'attendent que ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il faut épingler de l'avocat. Mais nous, on est les garants, mais après, il y aura tous les autres. Juste un mot sur tout à fait d'évoquer le secret professionnel. Bon, ce n'est pas le sujet de la soirée, je ne vais donc pas m'attarder sur le sujet. Juste pour vous dire, il n'existe plus. Le secret professionnel est l'obligation que l'avocat a de se taire. Ce n'est pas l'obligation pesant sur les autres de l'écouter. Donc il n'y a pratiquement plus de secret professionnel. On peut en parler, je vous dis ça pour que vous... On va en reparler. Ah bon, mais méfiez-vous, parce que c'est un phénomène d'extraordinaire dangerosité. Même au pénal, où finalement c'était quand même le lieu sacro-saint du secret professionnel. Vous recevez quelqu'un qui vous confie qu'il a fait quelque chose. S'il vient vous voir, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Il vient voir l'avocat et il se confie à l'avocat. Si la conversation se poursuit par téléphone après ce premier rendez-vous, eh ben, on peut vous écouter, on peut retranscrire la conversation parce qu'on va vous dire que cet homme qui est venu vous voir, n'étant ni en garde à vue, où vous seriez allé le voir, ni mis en examen, ne peut donc pas avoir d'avocat. Donc vous êtes avocat, il est justiciable, mais vous n'êtes pas son avocat. Vous voyez à quel point on en est de régression de ce secret professionnel. Donc prudence. Je peux faire juste un point par rapport à la question que tu as posée, c'est l'évolution. J'ai un aîné qui rentre à Assas en première année, qui se destine à être avocat. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé mon droit et que j'ai voulu être avocat, il y avait à peu près une certitude qu'en sortant de cette formation, on aurait un job bien payé. Aujourd'hui, et je le dis, un très grand nombre de nos confrères vivent dans le désespoir, vraiment dans la précarité économique. Donc mon sentiment à moi aujourd'hui, c'est qu'on ne doit décider d'être avocat que si on a un projet professionnel, c'est-à-dire une offre de service construite. Pardon, c'est l'entrepreneur qui parle, mais tu peux en parler mieux que moi, mais une offre de service, une raison d'être, une raison de s'ajouter aux 26 000 autres avocats. Je suis très inquiet de cette idée qu'on embrasse la profession sans projet. Voilà. Et on a son diplôme, et puis après on se dit qu'est-ce que je vais faire de mon diplôme d'avocat. Voilà. Et ça m'inquiète un peu. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord. Alors, lui, il a créé son cabinet juste après. oui, alors moi c'est plus sur un... J'ai toujours voulu créer mon cabinet, j'ai mis un avocat, mais je t'ai dit jamais avant 35 ans. Puis je rebondirai parce que j'ai 2 enfants. Et donc je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que... Non, tu recommences pas. Mais si, je suis complètement d'accord avec l'idée que on croit, enfin moi quand j'ai appris que j'allais avoir un fils, je me suis dit mais voilà, c'est pas du tout le moment, mon cabinet est en plein essor, je n'y arriverai jamais, je ne caserai quoi que ce soit. Et puis ça se passe bien, j'ai eu ma fille après, et je pense que c'est conciliable. Après je suis d'accord avec Jean-Yves aussi, dans le sens où notre vie d'avocat, on est, je dirais presque, on est avocat avant d'être homme ou femme. En tout cas, je le ressens comme tel. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, nous sommes avocats. On peut être père, on peut être mère, mais on est tout le temps avocat. Et donc, ça a des interférences sur notre vie personnelle. Et donc, il faut le savoir quand on embrasse cette profession. Alors, sur la création du cabinet, pas avoir de projet, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Moi, c'était créé sur un... J'avais dit jamais avant 35 ans, et puis j'ai créé mon cabinet à
même pas mes 24, enfin à la fin de mes 24 ans, à peine révolus. Mais j'ai créé mon cabinet, plus parce que je ne me suis absolument pas entendu avec un patron que j'ai gardé 1 mois, qui était complètement fou. Comme malheureusement, il y a beaucoup de confrères qui sont malheureusement de l'autre côté. Voilà. Et je me suis dit, bon, je change de patron, tant pis. Je me retrouve sur le carreau, c'est la crise, on est en 2009, ça n'embauche pas, mais j'ai prêté serment. Et donc je peux représenter, et je peux plaider. Et je me suis dit à cette époque-là, bon, le temps de chercher, je dis oui à tout ce qui passe. Voilà. Et je suis devenu le joker d'ailleurs d'un certain nombre de pénalistes, en allant faire des audiences correctionnelles qu'ils ne voulaient pas faire, à des tarots honteux, mais qui me permettaient de... Et je me souviens, je louais la moitié d'un bureau pour 750 € hors taxe au tout début. Et c'était le bout du monde. C'est-à-dire que vraiment, en début du mois, je me disais, mais comment, à la fin du mois, je vais pouvoir payer les 750 € hors taxe, plus tous les frais inhérents à la profession, avant de me verser une rémunération. Et je me suis dit, bon, tu fais le mariole, à 24-25 ans, tout le monde dans mon entourage m'a dit qu'il était un malade fini, y compris bon nombre de mes confrères, qui n'ont pas arrêté de me dire, mais jamais tu réussiras, tu n'as pas eu de maître avant, tu n'as pas d'expérience, etc., etc. Donc je me disais, je m'amuse, on verra bien, et à l'été, je serai mort, voire même mort. Et puis à l'été, je n'étais pas mort, et je gagnouillais un petit peu ma vie. Et donc ça continuait, je trouvais pas d'offre de collab bien, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me lève, enfin, j'aimais la vie comme un dingue, et je l'aime d'ailleurs encore toujours comme un dingue. J'avais des clients, entre guillemets, il n'y a pas de petits clients, mais c'était des, voilà, c'était pas les directeurs de banque ou autres, etc. Et je les aimais comme des dingues, j'allais en prison tout le temps, voilà. Et puis je me suis dit, bon bah c'est pas grave, à Noël tu seras mort. Et en fait, aussi dingue que ça puisse paraître, il faut savoir que cette expression, je me l'ai dit, pas tout le temps, mais presque. Maintenant, je sais qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec mes débuts. Parce que je pense que c'est une des composantes de notre métier qu'il faut accepter, qu'il faut même apprendre à aimer. C'est le doute. Douter, ne jamais être sûr de soi, ne jamais se reposer sur ses acquis, ne jamais regarder peut-être ce qui s'est passé avant, ou en tout cas essayer d'en tirer quelques leçons, certes. Toujours aller vers de l'avant, toujours parier. Une voie difficile, une voie facile, prenez toujours la voie difficile. Là où ça fait le plus peur, allez-y. Parce que si vous comptez un peu sur vous comptez sur vos réflexes, la voie où ça fait le plus peur, c'est la voie où les autres n'iront pas. Et donc c'est là où vous pourrez le plus transformer l'essai. Et moi je sais, je passe ma vie, même encore maintenant, et même a fortiori même maintenant, avec des découverts bancaires, mais abyssaux. Avec des banquiers qui tous les jours m'appellent et me disent « This is it, on a eu ta peau ». Je me souviens, quand j'ai pris mon... mais je me souviendrai tout, enfin, je pense que toute ma vie ça m'a marqué. C'est des bureaux beaucoup trop grands, beaucoup trop chers, beaucoup trop beaux, et ils sont avenue Hoche, et je suis rentré, il y avait une petite cour qui était dingue, avec des arbres de fous. Je me disais, mais ça, j'aurais droit à ça à 50 ans et encore. Et un premier étage, il était détruit, je rentre, je fais la visite, et c'était la personne d'un certain âge, et je pense qu'il me prenait pour le collaborateur de quelqu'un d'autre, etc. Je fais le dossier, il me dit, envoyez-moi un email, j'envoie le dossier avec ma pauvre 2035 qui ne pesait pas grand-chose, et il m'a renvoyé un mail qui est terrible. Il m'a envoyé un mail en me disant, j'espère que c'est une blague. Alors, c'est très humiliant, je vous rassure, hein, et ça, c'est le principe de ma vie, de me faire humilier à longueur de temps. Et donc voilà, bon, je me dis, ok, je suis mort, d'accord, tant pis. Et puis, j'ai tenté le truc, et puis j'ai joué avec ce que je pouvais, il n'y a pas l'argent. C'était l'humour, tant bien que mal, à essayer de lui dire, mais écoute, tatati, tatata. Et à la fin, j'ai fini par le faire craquer, et il m'a dit, ben voilà, je vais vous donner des conditions inacceptables. J'ai dû mettre peut-être au moins 11 mois de loyer d'avance sur la table, enfin différentes techniques de dingue, enfin c'était... Voilà. Et il m'a dit, ok, si vous avez ça, il y a vous.
Alors là, j'ai été voir le tour de tous mes clients, je suis je serai le meilleur avocat. Je me suis mis sur convention d'honoraires sur 2 ans. Et j'ai fait le tour, et voilà, j'ai réuni la somme, j'étais éreinté. Et je me souviens, j'ai signé ce bail. Alors je me souviens qu'avant la signature du bail, j'avais demandé l'accord des banquiers. J'avais 2 banques à l'époque. Le haut conseil, il faut avoir toujours plusieurs banques. Toujours. Parce qu'il y a toujours un moment où l'un des banquiers va vous trahir. Toujours. Ce jour-là, vous ne pourrez plus décaisser quoi que ce soit. Et c'est là où le 2e, 3e et 4e banquier vous aide. Parce qu'ils ne sont pas forcément au courant que vous êtes vraiment embêté avec la première banque. Voilà. Bon, Jean-Yves, évidemment, ne cautionnera pas tout ce que je viens de dire. Un exercice traditionnel de l'exercice professionnel. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis sorti un peu comme ça. Et je me souviens, j'avais rendez-vous pour la signature de ce foutu bail. Et 2 heures avant, le LCL m'appelle. Il me dit, écoutez, vous êtes un taré fini. J'ai vu votre pauvre 2035, vous êtes prête? Donc, non. Société Générale, non. Et j'ai quand même été au rendez-vous. C'est là où on rejoint un peu le côté... J'avais entendu tout à l'heure Clarisse dire un brin de folie qui n'est, je ne pense pas, inhérent forcément que au pur pénaleux. Je pense que dans cette profession, on réussit parce qu'on est quand même un peu fou. Alors pas fou au sens clinique du terme, mais c'est que je pense que toute notre vie, on va devoir faire des paris que notre entourage, que la raison, que nos banquiers vont toujours nous dire, mais arrêtez. Enfin, moi, mes banquiers m'ont toujours dit... le métier d'avocat, c'est un métier où on commence à réussir et où on est vraiment avocat à 50 ans. Arrêtez de venir nous emmerder, pardonnez-moi l'expression, à nous demander des trucs et à vous comporter comme un entrepreneur, quasi un start-upper du monde de l'avocat, et à prendre des risques de dingue. Rassurez-vous, si vous patientez tranquillement, 40-50 ans, vous allez être inondé d'argent, et là, à ce moment-là, on commencera à vous prêter. Non, mais heureusement que c'est faux. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais ça a toujours été ça. Et je pense que la notion d'audace, la notion de défi, et la notion de folie, elle est intrinsèque à cet exercice un peu dingue où on se dit, voilà, là où tout le monde me dit que ça n'est pas possible, mais ça rejoint notre exercice au quotidien, en pénal, en droit des affaires, tout le temps, on prend des affaires où tout le monde vous dit, où la jurisprudence vous dit, c'est fini. Et on se lève, et on plaide, et parfois on gagne. Et donc, et je pense que tous les jours, dans notre exercice professionnel, on se doit d'adopter la même ligne de conduite. Donc, ça vaut pour la négociation d'un bail, aussi dingue soit-il, comme la notion d'embauche. Voilà, vous embauchez. À chaque fois, vous dites, mais vous faites les plus et les moins, ça passera pas. Et ça passe. Il nous reste juste quelques minutes. Moi, je voulais juste, alors voilà, vous êtes du côté de ceux qui ont réussi. Moi, j'espère, je vais peut-être parler au nom de ceux qui veulent réussir. Et je voulais savoir si justement le modèle que vous prenez et que vous représentez n'a pas évolué, n'est peut-être pas dépassé, ça pourrait laisser, et en tout cas, rendre susceptible à toute personne, mais simplement, justement, lorsqu'on vient du Cantal, de n'importe quelle région, je viens du Berry, je connais un petit peu, est-ce que justement, aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que vous expliquez notamment en arbitrage. Aujourd'hui, vous dites, voilà, c'est un pari d'aller chez Déco Céramique, et puis en pari, ça devient une valeur sûre, là, quand on est jeune avocat. Et simplement, est-ce que, justement, il ne faut pas miser encore sur les gros cabinets, les grosses têtes d'affiche, parce que miser sur les bons diplômes, les meilleures choses, c'est-à-dire que ça engendre toujours plus de compétition, il y a toujours plus d'avocats, et ça ne suffit pas d'avoir la foi et d'être passionné aujourd'hui, parce qu'en première année, vous parlez de votre fils, qui réussira peut-être certainement mieux que, en tout cas par son nom, que celui qui vient de n'importe où. Non, mais voilà. Surtout pas. Les avocats les plus connus, les plus célèbres dans l'histoire du barreau, n'ont jamais été des fils d'eux, à part Bernier. C'est ça, c'est l'exception. Sur ce point, je pense pas. D'abord, c'est vrai qu'on est tous, mais tu le dis, hein, on est tous un peu plus anciens, à part Pierre-Louis, non plus tout jeune. Là où le modèle a profondément changé, c'est que c'est moins facile quand on arrive. C'est moins facile quand on arrive, mais je reste convaincue qu'on n'a pas besoin quand je parlais de réseaux, c'était les réseaux sociaux, évidemment les autres réseaux, autour de cette
cette table, on a cette particularité aussi, c'est qu'on n'en avait aucun quand on a commencé. Et je pense que c'est toujours la même chose. Moi, je vois, j'ai mes 2 jeunes associés, parce que je pense aussi que c'est une vraie force de s'associer avec des jeunes. Il se trouve qu'elles sont là. Il y en a même une qui a tellement réussi que maintenant elle est modératrice dans les débats. Quand même, alors qu'elle ne connaissait personne. Et je n'ai pas le sentiment, et peut-être ce serait pour le coup intéressant d'avoir l'avis de ceux qui ont réussi quand elles étaient plus jeunes, enfin quand elles sont plus jeunes, d'ailleurs quand elles sont toujours plus jeunes, j'ai pas le sentiment, franchement, quand je les vois, que ça a fondamentalement changé. Je pense, ce qui est vrai, c'est qu'il faut beaucoup plus de courage maintenant pour se lancer dans le bain. Beaucoup plus de courage parce que c'est plus difficile et que c'est difficile de trouver une première collaboration et que c'est très audacieux. Ce qu'il a fait est tout à fait exceptionnel et c'est pour le coup pas quelque chose que je conseillerais parce que je pense qu'on a besoin d'être formé au début. Voilà. Mais à part lui, qui est un être absolument exceptionnel, il se trouve que je le connaissais puisqu'on faisait la première campagne de Pierre Olivier quand il a fait cette chose un peu et que je faisais partie des gens qui lui ont dit t'es complètement taré. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'il faut plus d'audace, on parlait d'audace, beaucoup plus d'audace aujourd'hui pour se lancer dans le... Mais il ne faut pas hésiter et les armes sont exactement les mêmes. Enfin, moi, j'ai l'impression. Et peut-être pour finir, de la part de chacun d'entre vous, précisément si aujourd'hui, ça doit vous arriver d'ailleurs très régulièrement de vous adresser à, comme vous disiez Clarisse, des jeunes qui veulent, qui viennent de rentrer dans la profession, qu'est-ce que vous leur diriez? Vraiment les messages de... Acheter une bonne paire de baskets, une bonne voiture. Non, il faut être très pragmatique pour ce que je disais tout à l'heure. Bon, au pénal, il y a quelque chose, en tout cas, encore une fois, au pénal commun, c'est quand même très particulier. On est un médecin des âmes. Donc, il y a un intuitu personnel qui est tellement fort qu'on ne peut pas, au pénal, développer, on ne peut pas beaucoup déléguer. Ça reste tellement attaché que c'est pas comme les cabinets, comme je disais tout à l'heure, Gide, où en fait, on vient y avoir des associés. Non, nous, ça reste comme très attaché à la personne. On vient voir Jean-Yves pour voir Jean-Yves. Alors, il a quelques collaborateurs. Il pourrait bien évidemment en avoir bien plus, mais les gens restent attachés. Donc, je ne pense pas que ça va beaucoup changer. Au pénal, le droit commun, c'est pas pareil pour le pénal des affaires. Maintenant, pour un jeune, moi, quand j'ai commencé, c'était, contrairement à ce que dit Elodie, c'était pas si facile que ça, parce que il y avait, la différence, c'est que pas beaucoup de gens voulaient faire du pénal, mais on ne désignait pas de femmes, donc c'était quand même un milieu... voilà, on ne désignait pas... c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que les choses ont changé pour les femmes, mais ça vient du milieu des prisons. Ce sont les hommes qui ont... Parce que c'est eux qui nous choisissent. Donc c'est eux, c'est moi, c'est pas tellement... Il y a maintenant des confrères qui m'appellent, mais au départ, ce sont les hommes qui ont fait ce choix. Et d'ailleurs, les voyous ont un temps d'avance par rapport, encore une fois, aux chefs d'entreprise, parce que quand on voit, c'est bien, mais quand on voit objectivement tous ces grands procès, il y a beaucoup d'avocats pénalistes, notamment je pense aux associés de chez Henri Leclerc qui sont excellentes. Vous les voyez peu, c'est toujours les mêmes, c'est toujours Jean-Yves qui squatte le terrain, toujours les mêmes, quoi. Et donc, ça va changer, parce que c'est là où il faut faire preuve de résistance. Mais la famille, on s'est complètement débarrassé des autres. Voilà, c'est ça. Nous n'arrivons pas encore. On a un peu de mal à se débarrasser. Alors, ça va. Il y en a quelques-uns, Maxime. Je ne suis pas sûr quand même que l'objectif soit de se débarrasser des hommes. D'abord, déjà, on remarque que les élections au Conseil de l'Ordre en binôme, puisque maintenant ça se fait comme ça va sauvegarder les hommes. Ouais. Déjà la parité et le barreau est devenu majoritairement féminin. Donc, mais oui, c'est pour nous qui allons réclamer la parité. Non, je ne suis pas sûre que ça change beaucoup. Ce qui change, à mon avis, c'est qu'il y a trop de jeunes avocats par rapport au pouvoir économique, parce qu'on parle des grands cabinets, les deux extrêmes parlent de gens qui ont des moyens, mais entre les deux, il y a quand même une marge de la population qui peuvent avoir affaire à un avocat qui ne sont pas des entreprises, qui ont un divorce, qui n'est pas forcément un divorce très fortuné, des gens qui vont avoir un contentieux de famille, un contentieux civil, et donc tous les gens n'ont pas forcément des gros moyens. Et donc cette tranche de population a besoin d'avocats, et le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup d'avocats, et qui n'ont pas forcément, on le disait tout à l'heure, qui ne gagnent pas forcément très bien leur vie. Mais c'est plutôt... il y a des gens, comme je disais tout à l'heure par rapport à ton fils, c'est vrai qu'on a sentiment, on reçoit des gens, ils veulent être avocats pour le titre, mais ils ne savent pas ce que ça représente derrière. Alors, je crois que c'est vraiment maintenant démodé de se dire que avocat fait partie de la bourgeoisie, comme on peut le voir encore parfois quand on vient plaider en province. Non, il y a d'autres réalités maintenant, et souvent c'est un peu étonnant, les jeunes, ceux qui, eux, c'est plutôt à vous de poser la question, qu'est-ce que vous projetez dans ce métier? Est-ce que, comme le disait tout à l'heure Jean-Yves, c'est de se dire, je veux concilier une vie de famille et une vie professionnelle. Je ne sais pas quel avocat qui a un peu d'expérience qui va pouvoir vous dire qu'on est à 50-50, ça serait mentir. Alors après, on fait chacun comme on peut, on essaie de faire le mieux,
mais ça serait mentir. Mais il y a des jeunes qui se concilient. Moi, j'ai souvenir de collaboratrices qui ont arrêté la profession. Elles faisaient du penal en se disant, mais je vais déjeuner entre midi et deux avec mes copines, le vendredi soir je vais au théâtre, et les samedis j'ai des mariages, j'ai des baptêmes et tout ce qui s'ensuit. Bon, mais c'est pas possible. On ne déjeune jamais au pénal, tout le monde le sait. On va pas au théâtre le soir où on annule 90% de tout ce qu'on fait le soir. Voilà, moi j'étais invitée ce soir, je ne savais pas encore à 18h si je pourrais venir. C'est comme ça. Donc la profession, elle n'a pas véritablement changé quand on s'engage. C'est plutôt à vous de savoir qu'est-ce que vous attendez. Et souvent, quand on se rend compte et qu'on parle de ça, on voit le décalage. Un dernier mot, oubliez l'argent. Je sais bien que c'est facile, mais un beau procès, une affaire exceptionnelle, dans laquelle il n'y a pas un centime, c'est tout à fait fréquent, beaucoup plus fréquent que vous l'imaginez. Eh bien, il faut prendre cette affaire. C'est une chance extraordinaire. Si vous voulez absolument avoir un revenu confortable, les choses sont en dents de scie. Tu évoquais là, les fins de mois. Moi, je vais vous dire, je considère que, je ne vous dirai pas depuis combien de temps je suis avocat, mais enfin, vous comptez vite, vous avez compris. En réalité, chaque fin de mois est un miracle. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une finalité. Si vous voulez faire du fric, rentrez dans la finance. Nous, on fait autre chose. Et il y a, alors évidemment, il y a des tentatives. Il peut y avoir des investissements personnels qui seront avec un retour sur investissement extraordinairement médiocre, mais qui peut être un retour sur expérience personnelle qui est ineffable. Je pense que c'est ça le problème. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est plus difficile pour les jeunes qui arrivent de s'insérer. Vous savez, c'était pas si évident que ça. Hein. Bon, moi, ça remonte à une période où vous n'étiez pas né. Hein. Bon, j'ai eu un mal fou à trouver une première collaboration. Hein. J'en ai trouvé une seconde chez quelqu'un dont tu citais le nom tout à l'heure, Charles Robaglia. J'ai commencé à mi-temps, parce qu'il m'a pris à mi-temps. Alors le mi-temps, c'était 10h du matin, parce qu'avant, il prenait son petit déjeuner, il ne fallait pas le déranger, c'était chez lui aussi. Bon, c'était 10h, 21h. Je suis resté pendant 2 ans, à mi-temps, de 10h à 21h. Alors, la seule chose qui était vraiment à mi-temps, c'était la rétrocession de mais je vais vous dire, je n'ai pas une seconde l'impression que cet homme m'ait volé, il m'a tout appris. À partir de là, le reste, on s'en fout. Foncez. J'avais juste une dernière question, à moins qu'il y ait peut-être encore des questions dans la salle. Mais c'est peut-être plus à Jean-Georges et à Pierre-Louis, puisque nos pénalistes nous ont dit comment développer leur clientèle. Comment est-ce que vous avez pu vous installer du jour au lendemain et sans avoir de clientèle? Quels sont vos secrets pour développer, pour attraper cette clientèle lorsqu'on part? Et je vois Olivier Bluch, Jean Reynard a fait exactement la même chose que Pierre-Louis, puisque à l'époque il s'était installé en sortant du CRFP. C'est quoi vos secrets, messieurs? La recette est facile, il faut piquer le client à un autre avocat. C'est quand même ça le principe dans la clientèle d'affaires, puisque effectivement nous conseillons tous à peu près les mêmes entreprises. Donc c'est vrai que je dirais, dans le parcours de l'avocat d'affaires, il faut rentrer dans des cabinets où vous avez une exposition au client, hein, ce qui passe par deux impératifs. D'une part, qu'on vous montre au client, et que d'autre part, vous délivriez au client un service de qualité, et il va éventuellement vous suivre lorsque vous partez. Ma clientèle, c'est une clientèle que m'ont présenté les cabinets dans lesquels je suis passé. Premier point. Deuxième point, c'est vrai, en cabinet d'affaires, il faut une certaine structure, une certaine structuration de l'offre. Les entreprises, elles veulent une équipe, voilà. Donc on ne peut pas s'installer en cabinet d'affaires comme on s'installerait en cabinet peut-être pénaliste ou soi-même avec son talent, en démarrant par une clientèle individuelle, on arrive à se faire un nom. Voilà. Donc, mais il faut piquer les clients. Je comprends que vous nous disiez au début que votre carrière n'avait pas été dans la série.
Pierre-Louis? Alors, moi, je ne m'inscris pas du tout dans le sillage de mon confrère parce que je ne suis pas parti de cabinet avec des clientèles. Moi, je suis vraiment parti vraiment avec le tout venant sur des choses. Je vous dis, j'étais au début le joker de certains pénalistes, donc c'est-à-dire qu'en prison, Paris Prison a joué clairement un accélérateur sur le côté pénal. Le côté, moi, mon droit des affaires, je l'ai vraiment développé par l'aspect nouvelle technologie. J'étais un féru de nouvelle tech et donc je traînais beaucoup dans ce milieu-là. Et en fait, dans le milieu business nouvelle tech, les patrons étaient complètement surpris de voir un avocat qui était bilingue en nouvelle tech, qui comprenait ce qu'était le code, etc., etc. Et donc, ce qu'ils adoraient, typiquement au début, c'était vraiment ma petite cuisine du début, c'était emplafonner des boîtes de développeurs ou de développeurs de projets ou des codeurs, etc., qui souvent arrivaient devant des dirigeants qui avaient commandé un site internet mais qui ne comprenaient rien à rien au code. Et donc, ils me ramenaient en réunion, ils disaient « Alors, Pierre-Louis, il dit vrai ?» Et donc, c'était pas du tout juridique. Et là, à ce moment-là, moi, je comprenais, je dialoguais très bien avec le développeur. Le type me regardait comme d'un autre monde. Et il disait « Mais lui, il n'est pas très normal. » Voilà. Et donc, au début, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, donc j'étais très axé IP-IT, pas du tout droit des AF, M&A, etc., etc. Et c'est là où après, ça devient évidemment hyper intuitu-personné, parce qu'après, vous avez un feeling avec le client qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut entretenir. Et puis, il y a un moment, il y a un client qui vous dit, et c'est comme ça que ça s'est passé, c'est un client qui me dit, écoute, j'en ai ras-le-bol, que tu fasses mes conditions générales, etc. J'ai besoin de toi, je veux que tu me prépares à affronter ce fonds d'investissement. Et là, c'était la bascule, et c'est là, c'était la création de tout mon secteur droit des affaires, parce que j'ai affronté ce fonds d'investissement, qui était d'ailleurs génial, et qui, 5 ans plus tard, m'a demandé d'être son avocat exclusif. Donc, et tout ça, voilà. Mais c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, ce sont que des rencontres. Et je pense qu'il faut, pour le coup, si on veut reprendre le terme d'audace, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois que se présente une rencontre, se présente une opportunité, il ne faut pas hésiter. Le pari vous paraît dingue, financièrement ça ne paraît pas juste, en termes de temps vous dites je ne sais pas comment y arriver, si vous êtes dans un développement, foncez. Et vous verrez bien. La petite expérience que j'ai m'a appris qu'il y a des moments où ça remue, mais en général on en sort plutôt gagnant. Point qui peut être généralisé, l'idée c'est cultiver votre différence. Parce que ce que tu dis sur ta spécialité, bon, là, ça c'est les nouvelles technologies, ça peut être une langue, ça peut être un sport, ça peut être n'importe quoi, qui fait que vous êtes dans un créneau. Le réseau, c'est des histoires nouvelles, ça, des histoires de réseau. Tout le monde est sur Facebook et autres bêtises. Vous êtes en live. Mais oui, j'y suis aussi, bien sûr. Mais le vrai problème qui fait l'attractivité de l'avocat, c'est sa différence. Après tout, si vous dites j'ai fait du droit, ah oui, ça en est assez nombreux. Mais si vous dites, comme je le dis, je suis un spécialiste des nouvelles technologies, hop, là, ça fait la différence. Et cherchez bien dans votre réflexion sur vous-même, où est votre différence? Une petite question très concrète, parce que on est quand même hyper nombreux jeunes avocats aujourd'hui et il y a beaucoup de concurrence, dont vous en avez parlé, et notamment une concurrence sur les tarifs de maison horaire. Et qu'on vient nous voir, on nous dit combien ça va me coûter. Et on dit, même moi je ne sais pas comment on évalue son travail, comment on donne une valeur à ce qu'on fait, et comment on donne une valeur à ce qu'on fait en étant concurrentiel par rapport aux autres. Sur ce point, je pense que si vous-même, vous savez pas, vous n'avez pas conscience de la valeur que vous avez, vous ne pouvez pas vous vendre. Je pense que dans ce métier, il faut être audacieux, on vous l'a dit, je suis d'accord avec tout ce qui vous a été dit, mais il faut aussi que vous ayez conscience de votre valeur. Parce que
c'est marrant la manière dont vous formulez les choses. D'ailleurs, vous dites, je ne sais même pas répondre parce que je ne sais pas combien je vaux. Mais tant que vous ne savez pas, vous ne pourrez pas répondre à la question. Comment l'évaluer? Vous regardez, il y a quand même... alors d'abord, il y a une... C'est vrai qu'il ne faut pas penser à l'argent, mais enfin, quand vous avez une boîte à faire tourner, c'est compliqué de ne pas y penser. Si je dis ça à mes collaborateurs et à tout le monde, ils ne vont pas du tout être d'accord avec moi. Les associés non plus d'ailleurs. Donc c'est important aussi. Donc là, vous n'êtes pas à ce stade-là. Vous êtes au stade véritablement quand vous êtes collaborateur, où vous pouvez prendre des risques et accepter des dossiers, où vous allez peut-être pouvoir faire des forfaits ou pratiquer un taux horaire inférieur à celui que vous pratiquez comme collaborateur, pour une raison extrêmement simple. C'est pas que vous valez moins, c'est qu'en fait vous avez moins de charges. Donc vous pouvez expliquer à vos clients que votre taux horaire en principe et de temps est celui du cabinet, mais que comme vous prenez le dossier à titre personnel et que donc vous n'avez pas les charges, vous avez moins de charges, que vous pouvez accepter de le faire à titre exceptionnel. Mais il ne faut pas... vous savez, en fait, les gens, moins ils payent cher, plus ils sont chiants. C'est vraiment un truc... voilà. Ça, c'est très très juste. Donc il faut... Comment on fait la bascule de ça? Parce qu'aujourd'hui, tout est négocié, on est dans le même, quand on fait un tarif préférentiel, un forfait, en disant, évidemment, on n'a pas de charge, on peut être nul. Eh ben, il faut que vous ayez... Eh ben, je vais vous dire, soit il faut faire le choix, et là je suis d'accord avec Jean-Luc, le truc que vous voulez faire, eh ben, vous le faites même sans être payé, parce que c'est ce que vous voulez faire. Mais il vaut mieux ne pas être payé du tout et dire c'est mon choix, que d'être sous-payé. Eh ben, il vaut mieux refuser un dossier si vous considérez que c'est pas votre taux. Vous dites, bah, écoutez, je suis désolée, voilà, je considère que je vaux plus. Il vaut mieux que vous alliez voir un autre confrère. Moi, souvent, je dis au confrère, vous savez, on est 27 000 à Paris, il n'y a pas de souci. Souvent, les gens y reviennent après. Alors, moi, je comprends complètement votre question. J'ai l'impression que je n'avais pas compris. Si, j'ai une vision, d'ailleurs je la partage encore aujourd'hui. Donc je suis complètement différent, je doute de moi, contrairement à... Voilà, je suis moins confiant que ma charte, et c'est ce que je suis plus jeune, tu as raison. Tous les jours, à chaque fois qu'on me demande combien, c'est un moment d'angoisse. Et j'ai des illustres confrères, qui sont d'ailleurs bien plus vieux que Marie Le Borgne, et qui m'ont toujours dit toute ta vie, ça sera l'angoisse existentielle. Parce que tu as raison quand tu dis oui, il faut savoir ce qu'on vaut. Le problème, c'est que quand on est tout jeune, on n'arrête pas de nous dire mais tu vaux rien. Parce que il faut fuir les gens qui disent ça. Mais non, mais enfin, là, ouais, bah, dans ce cas-là, il faut fuir une bonne partie de la profession. C'est parce que, non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a énormément d'associés ou de gens extrêmement bien pensants, mais qui sont installés et qui me disent, voilà, tu me suis pendant 2-3 ans, 5 ans, 10 ans, et après, tu sauras plaider, tu sauras gérer un dossier, etc. Quand on est tout jeune et qu'on est... Mes collaboratrices rencontrent les mêmes difficultés quand elles ont besoin de facturer, et je rencontre les mêmes difficultés. Parce que même si aujourd'hui je suis patron de mon cabinet, et que j'ai un certain nombre de charges, je suis toujours en train de me dire, en fait, je vais vous dire, ça dépend du mois. Ça dépend à quel moment, non mais c'est dramatique, c'est pour ça que c'est pas bien que ce soit sur le live. En fait, vous avez plus de chances d'avoir un bon prix chez moi en début de mois. Non mais c'est dramatique. Non mais c'est dramatique. Ne suivez surtout pas cette exemple. Voilà. Non mais c'est pas un conseil, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en début de mois, vous vous dites, ah, je vais être le king du mois. Je vais faire x2. Puis plus on se rapproche, plus le truc commence à vraiment baisser, quoi. Donc voilà. Alors après, il y a aussi une autre technique qui donc contredit tout ce que je viens de vous dire au début, c'est que vous n'avez pas suffisamment fait de business, et donc quand on est entre le 20 et le 30, alors là c'est terrible, parce que vous pouvez m'avoir, il faut couper vraiment pour le live, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a une pauvre assignation qui mériterait d'être vendue ne serait-ce que 3 000 € hors taxe. Mais le type en face, vous sentez qu'il ne va pas être d'accord pour les 3 000. Et à la fin du mois, il faut bien payer tous les collaborateurs. Si vous dites 10 000, vous risquez de dire 1000. C'est pas bien, mais c'est ce qui risque de se passer. Donc au tout début, et c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, et la première fois où vous dites non à un client, c'est traumatisant, vous mettez 15 jours à vous en remettre. Hein. Donc voilà, c'est normal. Je pense que petit à petit, vous allez, et c'est là où petit à petit je me rapproche de ce qu'elle dit, c'est que c'est vrai que vous allez commencer à savoir ce que vous valez, et à un moment, quand ça sera trop bas, bah vous direz, bah, je préfère n'avoir rien à faire que de me vendre à ce prix-là.
Et je pense que c'est, vous demandez quand est-ce qu'était le déclic. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là où vous dites, ok, ben je n'ai plus l'angoisse de ne plus avoir du tout de dossier. Ok, je fais le pari de gagner peut-être, c'est même pas gagner, c'est d'avoir des difficultés financières à la fin du mois, mais qui ne me seront pas fatales. Et c'est à partir de ça que je vais dire, ben voilà, je vaux au moins tant. Mais sinon, c'est une magie noire que je ne maîtrise pas encore. Il y avait une dernière question. Oui, j'avais une question à vous poser sur la démographie de la profession. Parce que d'un côté, il y a l'expérience de la profession qui est qu'on est toujours plus nombreux et que c'est très difficile économiquement pour beaucoup d'entre nous. Et de l'autre, on lit dans les journaux que le nombre d'avocats inférieur en France est ce qu'il est dans les autres pays européens. Alors, comment on explique cette contradiction? Ça, c'est un peu un paradoxe finalement. Oui, mais ça c'est lié à la façon dont nos compatriotes voient l'avocat. Dans la plupart des cas, l'avocat est l'homme ou la femme, peu importe, du contentieux judiciaire. C'est donc déjà quelqu'un qui n'est pas véritablement sympathique. C'est pas l'avocat qui n'est pas sympathique, c'est les conditions dans lesquelles on est obligé d'avoir recours à l'avocat. Le notaire, par exemple, n'est pas du tout perçu de la même manière, parce qu'il est la plupart du temps, c'est le contrat de mariage, c'est l'héritage, c'est l'achat de la maison, c'est-à-dire des moments, finalement, où ça se passe pas trop mal. L'avocat, c'est complètement le contraire. Et je pense qu'on essaie de le faire. Je pense que ça vient beaucoup avec, on en parlait tout à l'heure, les nouvelles activités, notamment de l'avocat. Il y a une pénétration dans la vie quotidienne des citoyens qui n'est pas encore acquise. Aux États-Unis, elle est acquise. On n'achète pas un opérateur sans consulter son avocat. Ici, ça viendrait de l'idée de personne, une histoire comme ça. On écrit une lettre recommandée. À la limite, on peut écrire au maire ou au ministre, mais à l'avocat, non. Puis en plus, la différence, c'est que le ministre, officiellement, quand même, n'a pas d'honoraire. Bon, donc il y a ce phénomène-là. Ça va prendre du temps. Mais je pense que le conseil juridique doit accompagner la quotidienneté. C'est pas encore fait. Mais c'est en train d'évoluer énormément, même en droit de la famille. Et ça, c'est vraiment un secteur que vous devez prendre. Il y avait juste une dernière question, et puis après, je vous proposerai qu'on continue à la taverne autour d'un verre et un petit quelque chose à manger. Alors moi, je voulais savoir, merci d'abord pour tous ces enrichissements et ce partage. Moi, j'aurais une petite question. À quel moment, est-ce que pour vous, ça a été vraiment un réel moteur de vous associer, de prendre des collaborateurs? Et si oui, à quel moment? Parce que moi, si je me pose cette question, je suis toute seule. Donc, je me dis à quel moment est-ce qu'il faut que je prenne un collaborateur pour pouvoir un petit peu plus faire de marketing, entre guillemets, me développer? J'aimerais avoir ce partage et avoir votre expérience. Alors, moi, là-dessus, je suis très claire. Je pense qu'on ne réussit pas dans ce métier quand on est seul. Ça, c'est vraiment la règle. Et en fait, on commence à pouvoir grandir, entre guillemets, quand on prend des collaborateurs. Alors, dès que j'ai pu prendre une collaboratrice, quand je suis rentrée au Conseil de l'ordre, j'ai tout de suite pris une collaboratrice. Et puis maintenant, on a 8 collaboratrices au cabinet. Maintenant, on a un collaborateur. C'est un peu la fête depuis aujourd'hui. Et je veux dire, c'est un peu notre alibi. Ça, et 2 associés. Je suis convaincue, ce métier, on n'y arrive pas seul. Il faut être plusieurs. D'abord parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin de déléguer, on a besoin de partager. C'est vraiment un métier de partage. Alors peut-être que ça a changé, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça c'est une conviction, mais je crois qu'on en avait déjà parlé, absolue. Donc dès que vous pouvez le faire, faites-le. On ne perd pas d'argent avec un collaborateur. On ne perd pas d'argent avec un collaborateur, on perd de l'argent avec un collaborateur mal payé, parce qu'on considère, d'abord, on ne lui donne pas sa valeur. Puis en plus, un collaborateur mal payé, c'est fini le moment de je t'embarque pendant 3 ans, tu vas me voir payer, ça va être formidable. C'est plus comme ça, c'est terminé. Donc il faut respecter les gens avec lesquels on travaille. D'abord, c'est la fraternité. On les paye correctement. On trouve des systèmes quand c'est pas possible de tarif UGA. Voilà. Et je préconise d'autant plus que je reçois beaucoup de gens qui ont fait des serments et atterrés par certaines pratiques. Et dès que vous pouvez, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est vraiment, c'est le moment où vous allez commencer vraiment à grandir, vous verrez, mais il y a le miracle. J'ai vu à chaque fois, tous mes amis qui hésitent à recruter, je vois c'est des angoisses existentielles dingues, même pour un simple stagiaire, mais que je partageais aussi. Je pense que vraiment, d'abord, c'est une idiotie complète
d'attendre. Ça, c'est une technique de comptable. Votre comptable vous dira, ah non, vous ne pouvez pas embaucher. Vous n'avez pas suffisamment de réserve, etc. Ça, c'est une connerie à ne jamais suivre. On embauche, pas quand on en a les moyens, parce qu'on n'aura jamais les moyens. Pourquoi? Parce que vous avez une vie financière qui est complètement aléatoire, qui dépend du dossier, qui dépend du mois, qui dépend de vos charges, qui dépend d'un certain nombre de choses. Et donc, d'un mois sur l'autre, vous aurez trop peur pour embaucher. Donc, moi, je pense au contraire qu'il faut, c'est un risque, là encore, c'est une audace, il faut prendre le risque, vous embaucher, et moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est d'embaucher toujours une personne de plus, jamais assez vite d'ailleurs, parce que j'ai aussi quand même toujours un peu peur, mais il faut toujours, en fait, je pense que la clé, c'est le moment où vous n'avez plus de temps pour vous. Là, vous courez, vous embauchez. Toujours un collaborateur d'avance, en fait. Toujours. Non, mais là, vous courez. Et vous verrez, vous serez jamais déçu. Et financièrement, vous ne perdrez jamais d'argent. Je pense pas. Pas de risque. Merci beaucoup à tous. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que vous nous avez tous dit finalement que chacun, avec ses singularités, ses personnalités, devient l'avocat qu'il a envie d'être. Ceux qui souhaitent se dédier nuit et jour à leur cabinet, et puis d'autres qui font d'autres choix aussi, qui est de dire j'ai quand même d'autres choses dans ma vie. Ceux qui font des réseaux, qui se constituent des réseaux, qui disent c'est finalement la clé, ça a été le réseau que j'ai constitué, mais en fait le réseau dont tu parles, c'est aussi des amis que tu t'es fait au palais, tout simplement. Et puis celles et ceux qui disent non, c'est parce qu'on a des exercices qui sont différents, c'est plus radio-prison, etc. Et ça, c'est très rassurant, parce que finalement, il y a autant de manières d'être avocat qu'il y a d'avocats. Je crois qu'on est tous un peu frustrés parce qu'on a envie de vous poser beaucoup de questions très précises. Mais ce qu'on vous propose, c'est justement de venir continuer cet échange à la taverne. Il y a évidemment nos intervenants, mais il y a aussi beaucoup de gens ici qui ont beaucoup d'expérience, qui seront ravis d'échanger avec Il reste effectivement à remercier vraiment, et je vous propose de les applaudir. À leur façon, et en plus ils sont extrêmement publics, vous l'aurez rappelé. C'est vraiment ce qui m'a frappé chez chacun d'entre eux. Mais ce que nous trouvons extrêmement positif, c'est cette audace et qui amène à cette réussite. Je ne vous cache pas, nous plaçons notre candidature, Basile Adair et moi-même, sous le sceau de l'entrepreneuriat. Nous voulons contribuer à développer, à aider les jeunes, à aider les cabinets à développer leur clientèle, à apprendre, ça veut dire aussi mettre en place des enseignements à l'école de formation du barreau sur le marketing et le développement de la clientèle, peut-être venir faire témoigner, comme nous l'avons fait ce soir, par rapport à des modèles. Et puis pour certains, vous n'avez pas besoin de modèles, parce que vous êtes jeune, vous êtes entreprenant, vous avez des idées. On rencontre actuellement des cabinets d'avocats qui montent leur plateforme numérique, qui ont tous des idées à revendre. Voilà, je ne vais pas m'appesantir, juste deux autres remarques par rapport à notre programme. Jean-Georges parlait tout à l'heure, nos invités parlaient tout à l'heure des congés maternité. Je vous le dis, c'est un des points que nous avons prévu, qui soit que l'ordre, pour les cabinets qui en feront la demande, que ce soit une avance de trésorerie qui soit faite, une avance au titre des indemnités, de façon à ce que ce soit ensuite l'ordre soit remboursé, puisque, un peu comme le font les employeurs avec leurs salariés, mais exclusivement, naturellement, que pour les cabinets qui en formuleront la demande. Mais, en revanche, dès lors qu'il y aura une collaboratrice qui sera remerciée parce qu'elle est enceinte, effectivement, qu'on passe à des comportements discriminatoires avérés, notre position est très claire, il y aura poursuite. Voilà, c'est le dernier point, et peut-être encore, enfin, je ne sais pas si on peut être encore plus ferme par rapport à ce précédent sujet. C'est Jean-Yves qui soulignait toutes les atteintes dont notre profession fait l'objet au secret professionnel. Pour nous, la solution est toute simple. Il y aura, dès lors qu'il y aura violation du secret professionnel, je vous rappelle qu'il est constitutif d'une infraction pénale, dès lors, l'ordre entamera des poursuites et saisira le procureur pour toute violation et atteinte au secret professionnel. Pour nous, c'est très clair. Il appartient à notre profession de se battre. Nous en avons assez des écoutes, nous en avons assez de toutes ces violations du secret, et nous entendons bien agir contre ces violations. Merci à tous pour...
sur le pont Henri IV, de façon à partager un verre et